belle, non? Elle est magnifique. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'elle nous fixe, tu trouves pas? Ah, je me suis toujours demandé ce qu'elle avait dans la tête, avec son sourire si mystérieux, là. C'est craquant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des plus beaux symboles de la Renaissance. Ah, la Renaissance. Quelle période fascinante de notre histoire. Toutes ces grandes inventions, ces grands voyages d'exploration, François Ier, Catherine de Médicis, Henri IV. Léonard de Vinci aussi, bien sûr. Son génie universel, ses créations spectaculaires. On a bien fait de commencer notre balade ici au Louvre, hein, devant la célébrissime Mona Lisa. Si je puis me permettre, monsieur, en tant que création emblématique de Léonard de Vinci, je vous recommande d'aller faire un petit tour dans la vallée de la Loire. Ah, oui, avec plaisir, madame. Comment dire non à Mona Lisa, hein? Ah, ben, j'aime beaucoup ce que vous faites, hein. J'aime beaucoup ce que vous faites aussi. Ah, ben, c'est gentil. Et puis, vous avez une très jolie voix, on l'entend pas souvent, hein. Elle me rappelle quelqu'un, d'ailleurs, une super actrice italienne. Vous avez raison, madame. On va commencer notre balade en Val-de-Loire. Oui, oui. Vous savez certainement que Léonard de Vinci, mon créateur, a fini ses jours là-bas. En partant sur ses traces, vous découvrirez peut-être quelques petits secrets sur moi. Vous ne croyez tout de même pas que j'allais tout vous dire? Pas peut-être un tout petit, un petit secret, hein? Autant qu'on en profite, comme on parle avec vous, là, vous auriez pas un 06? Je le garde pour moi, hein, c'est juste parce que... Non, allez, viens, Laurent. Excusez-le, madame. Non, on va aller sur les bords de Loire. On va commencer notre balade sur la Loire. Oui. Mona, vous voulez pas venir avec nous? Hein? La Loire, les châteaux, Léonard de Vinci, Laurent, ça doit vous manquer quand même, non? Allez, à presto. Elle veut rester ici, tu vois bien. Ce soir, Stéphane Bern et Laurent Deutsch vous emmènent à la découverte de la Renaissance. Je te propose de revenir en 1517. Ouais. Véritable explosion artistique et culturelle au XVe et XVIe siècle, elle permet à la France de découvrir Léonard de Vinci Il savait tout faire, cet homme-là. et de se doter de magnifiques châteaux. Oh, il est sublime, ce château. Vous avez vu cette élégance? Ça, c'est vraiment très Renaissance. Du Val-de-Loire à Paris, nos deux guides très spéciaux vont remonter le temps pour faire revivre des lieux merveilleux aujourd'hui disparus. Attention, c'est parti! Ah, il est beau. Alors, tu le trouves trop petit, mon bateau? Et vous plongez au cœur d'une des périodes les plus fascinantes de notre histoire, peuplée de personnages au destin hors du commun. La tension monte encore d'un cran. C'est sanglant, c'est une boucherie. Une boucherie. Laissez-vous guider tout de suite au cœur de la Renaissance française, comme vous ne l'avez jamais vu. Tu viens? C'est tout à fait lui. Au début de la Renaissance, c'est dans le Val-de-Loire que vivent les rois de France. Chassés de Paris, occupés par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, ils s'y sont fait aménager de somptueux châteaux, comme à Amboise ou à Blois. Mais le jeune François Ier voit plus grand et rêve d'une nouvelle cité royale qui surpasserait les palais italiens. Il choisit pour cela un lieu qui lui est cher, le fief de sa propre mère, la petite ville de Romorantin, au cœur de la Sologne. Bienvenue, mon cher Laurent, dans le Val-de-Loire, berceau de la Renaissance française. Tu fais bien de préciser Renaissance française, parce qu'il faut bien rendre à César ce qui appartient à César. La Renaissance, à la base, ça naît en Italie, au XIVe et XVe siècle.
L'Italie qui est alors le carrefour commercial de l'Europe hein, pour faire des affaires et relier le nord du continent avec le sud, avec la Méditerranée, avec l'Asie. Donc du coup, les Italiens, ils sont bien contents, ils font plein de commerce, plein d'affaires, et ils s'enrichissent, hein, tu t'en doutes, et ils vont commencer à avoir des goûts de luxe. Tu as raison, Laurent. Et d'ailleurs, les Français, quand ils vont en Italie, eh bien, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est copier les palais italiens. Mais François Ier va beaucoup plus loin, lui. En 1516, un an après son avènement, il ramène en France le plus grand maître italien, Léonard de Vinci. Alors si je t'ai fait venir ici, à Romorantin, dans le Loir-et-Cher, c'est parce que les deux, Léonard de Vinci et François Ier, avaient imaginé ici un projet complètement dingue, mais fou, hein, grandiose, spectaculaire, un château monumental. Malheureusement, il n'en reste rien. Ah oui, il n'y a pas grand-chose là. Hein. Pour une seule et unique raison, c'est qu'il n'a jamais été construit. Léonard de Vinci est mort avant. Par chance, vois-tu, parce que parfois il y a de la chance. Ouais. Et bien Léonard de Vinci avait fait des croquis, il avait fait des dessins. Et imagine-toi, c'est presque plus énorme encore que Versailles. C'est vrai. Ah oui. Et là, Et là, tu vas me le faire apparaître? ah tu me connais un peu. Bah, oui, je me oui. dis quand même, d'entrée de jeu, Faut m'impressionner, Laurent faut m'impressionner. Deutsch, la Renaissance, il faut lui en mettre plein la vue. Ouais. T'es prêt? Ouais. Eh ben, Vas-y, fais regarde. Ah la vache. Ah, je t'ai pas menti, hein? Ah non, mais c'est plus qu'un palais, Ah ouais, c'est une ville nouvelle. On va la visiter. On va se maintenant. paumer. Ouais. Ouais. On y va? Ouais, ouais, c'est parti. Allez, on y va. Léonard de Vinci avait vu les choses en grand pour François Ier, qui lui avait donné d'ailleurs carte blanche. 400 mètres de façade. Il fallait que ça puisse abriter toute la cour. Il y avait 15 000 personnes. Ça fait du monde quand ouais, même. ouais, ouais. Il rêvait d'installer là une nouvelle capitale. Et donc l'idée, c'était d'habiter les deux rives de la Saudre, ce cours d'eau que tu vois là. Ah ouais, ouais. Il y avait, dans l'imagination de Léonard de Vinci, ces deux palais symétriques, finalement, de chaque côté de l'eau, avec à l'avant, tu vois, des jardins somptueux, à l'arrière, les écuries, et puis tout derrière encore, les habitations pour loger tout le personnel de la cour, des conseillers, des notaires, des secrétaires, enfin, tous les gens nécessaires à la vie de cour. L'eau jouait un rôle très important. Elle servait à alimenter les fontaines, pour l'usage de l'eau courante, évidemment. Et puis aussi, elle permettait de mener une vie de cour avec des jeux d'eau. Léonard de Vinci était un homme de spectacle. C'était un metteur en fête. Il avait d'ailleurs joué ce rôle-là auprès de son précédent mécène, le duc de Milan. Et justement, il avait l'idée de reproduire ici des joutes, des spectacles nautiques. Et d'ailleurs, tu vois sur la berge là, Ouais. eh bien, on voit ces gradins en hauteur. Ouais. Et bien comme ça, la cour aurait pu assister à ces spectacles sur l'eau. Romorantin, cité lacustre. Il avait récupéré aussi des idées qui venaient de la Renaissance italienne, notamment de grandes verrières qui apportaient la lumière, parce que jusqu'alors, au Moyen-Âge, évidemment, on vivait dans des châteaux très fermés, il n'y avait pas ces ouvertures. Ah oui, c'était plus défensif que de l'apparat. Exactement. Et puis il y avait des colonnades, c'était vraiment le symbole de tout ce qu'il avait vu en Italie, ces palais majestueux. Le projet de Léonard de Vinci était de faire de François Ier le vrai roi de la Renaissance. Il faut dire que l'Italie avait joué un rôle considérable dans sa vie. Il avait assis en quelque sorte son prestige grâce à une brillante victoire, celle de Marignan, la même année que son avènement, 1515. Il avait tout juste 21 ans. 21 ans? C'est jeune, hein?
Dès son accession au trône, François Ier n'a qu'une obsession, conquérir le duché de Milan. À l'époque, l'Italie est constituée d'une dizaine de petits États indépendants. Le Milanais est dirigé par la puissante famille Sforza, des usurpateurs selon le jeune roi de France qui revendique le territoire car le premier duc de Milan était l'un de ses aïeux. Il a donc besoin de prouver qu'avec sa jeunesse, il va renverser la table et rentrer dans la cour des grands. Et pour ça, il lui faut une victoire éclatante. Il lève une armée et installe son camp dans la petite ville de Marignano, à une quinzaine de kilomètres de Milan. Dès le lendemain de son 21e anniversaire, le 13 septembre 1515, il se lance dans la bataille. Mais face aux Français, les Milanais peuvent compter sur les redoutables mercenaires suisses. Avec eux, pas de quartier. Quand ils arrivent sur un champ de bataille, ils sont très mobiles, ils se battent jusqu'à l'épuisement et ils ont une réputation absolument effroyable. Quand les Milanais et les Suisses sortent de la ville pour aller affronter les Français, on va se retrouver avec deux armées de 20 à 30 000 hommes et qui vont passer une journée, comme le dit François Ier lui-même, le cul sur la selle. C'est 24 heures de combat non-stop. François Ier marque les esprits. D'abord, il est très grand. On le voit de loin, il a une riche armure. Et ce roi est donc un roi valeureux qui n'hésite pas à combattre au milieu de ses chevaliers. Malgré l'héroïsme du roi de France, à la nuit tombée, aucun des deux camps ne l'emporte et les combats s'interrompent. Le deuxième jour, tout va se décider. Ce qui va se décider, c'est l'arrivée de nos alliés. Ce sont des soldats venus de Venise. Ces 4 à 5 000 soldats vont être déterminants parce que ça va permettre à François Ier de faire la différence. La victoire est totale. Malgré une bataille qui fait près de 17 000 morts, François Ier est fait duc de Milan. La légende raconte même qu'il aurait été adoubé chevalier sur place par le plus illustre combattant de l'époque, le chevalier Bayard. La légende, elle commence là et le prestige, il démarre tout de suite. C'est démentiel ce palais. Je ne sais pas ce qu'en pensent les habitants de Romorantin, mais moi je trouve que c'est vraiment dommage qu'il ait jamais vu le jour, quoi. Ça aurait tout changé. Ah ben, ça aurait changé le visage de la France si notre capitale avait été dans le Loir-et-Cher. Mais malheureusement, au moment où commencent les travaux, Léonard de Vinci est déjà vieux, affaibli, malade. Et en 1518, les travaux s'arrêtent au niveau des fondations. Il meurt à Amboise le 2 mai 1519. Et là, les travaux ne reprendront jamais. À croire vraiment que Léonard de Vinci était le seul à pouvoir mener à bien un tel chantier complexe, énorme. D'ailleurs, François Ier décide de lancer un autre chantier ici en Val-de-Loire, et ça sera le château de Chambord. Attends, t'es en train de me dire que Chambord, c'était un plan B, quoi. C'est pourtant un beau bébé, hein. Joli plan B. Chambord, c'est le plus grand des châteaux de la Loire, le symbole de la Renaissance française. Pourtant, au départ, ce devait être un simple pavillon de chasse. Mais après l'arrêt des travaux de Romorantin, François Ier fait évoluer son projet sur un site peu adapté. Chambord, c'est marécageux, on s'enlise facilement et c'est extraordinairement difficile d'y construire quoi que ce soit. On a d'abord surélevé la surface sur laquelle on a construit le château de 4 mètres. Ça a été un travail de terrassement absolument gigantesque, enfin digne des pyramides égyptiennes. Chambord, c'est le royaume de la démesure. Plus de 420 pièces, 282 cheminées et un escalier central révolutionnaire qui aurait été dessiné par Léonard de Vinci lui-même. Cet escalier monumental dans lequel on peut descendre d'un côté, monter de l'autre sans jamais se croiser. C'est très étonnant et c'est vraiment une des particularités de Chambord. Chambord, c'est un château impressionnant pour un roi qui veut impressionner. Et ça marche. En 1539, quand François Ier reçoit à Chambord son grand rival, l'Espagnol Charles Quint, la magie opère. Charles Quint, qui est le souverain le plus puissant au monde et le plus riche, lorsqu'il voit le château de Chambord, dira « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que ce château surgit du fond des bois ». Mais en réalité, ce palais gigantesque est aussi beau qu'invivable. Le château est humide et les pièces sont gigantesques, donc on ne peut pas les chauffer. Ensuite, il a été construit sur un marais, et donc c'est le royaume des moustiques, donc ça n'est pas très agréable. D'ailleurs, François Ier n'y passera qu'une cinquantaine de nuits sur les 32 ans de son règne. Mais avec ce château démesuré, le roi impose définitivement sa marque sur la Renaissance.
La légende veut que Léonard de Vinci soit mort dans les bras de François Ier. C'était un peu son père spirituel parce qu'il avait perdu le sien quand il avait 2 ans et il admirait énormément le vieil homme. Ah oui, oui, oui. Enfin, excuse-moi, mais quelques années plus tard, il a tout fait pour faire venir Michel-Ange en France. Et Michel-Ange était quand même l'ennemi absolu de Léonard. Donc, si tu veux mon avis, il recherchait surtout la renommée italienne et le génie de Léonard. N'empêche que François Ier s'est très bien occupé de Léonard de Vinci. Il l'a très bien logé dans un château pas très loin d'ici, le Clos Lucé. Et d'ailleurs, je te propose qu'on aille le visiter ensemble. Ah bah moi, je te suis jusqu'au bout. Hein. Allez, viens, suis-moi. T'es plein de surprises. C'est à Amboise, tout près de l'un des plus célèbres châteaux de la Loire, qu'a vécu Léonard de Vinci lors de son séjour en France. Le petit domaine du Clos Lucé sera sa dernière demeure. C'est aujourd'hui un musée très vivant où l'on peut entièrement s'immerger dans la vie et l'œuvre du génie italien. T'as vu? Ouais. C'est magnifique, hein? C'est hyper émouvant de se dire qu'il a habité là, hein, à quelques centaines de mètres du château d'Amboise. Ah oui, et de François Ier qui était son protecteur. François Ier voulait absolument avoir son peintre officiel près de lui. Alors, Léonard de Vinci, quand il est arrivé ici, c'était un très vieux monsieur. Et tu sais, il n'est pas venu les mains vides d'Italie. Il est venu avec 3 tableaux, dont la Joconde. Mona Lisa, Ouais. elle est venue là? Ouais, Oh là là, j'ai le cœur qui bat. c'est un lieu qui attire énormément les familles, les touristes, parce qu'il y a plein de choses à voir. 500 ans après la mort de Léonard de Vinci, regarde, il est toujours autant populaire. Bah ouais, Tu veux qu'on aille incontournable. visiter? Ah bah écoute, oui, Allez, je t'emmène, un viens. petit tour. Alors regarde, ça c'est la chambre de Léonard. C'est magnifique, hein, c'est très très beau. On entre là dans la bottega de Léonard de Vinci. C'est ainsi qu'on appelait les ateliers d'artistes en Italie. C'est une entière reconstitution, hein. Mais Léonard de Vinci a vraiment travaillé ici les 3 dernières années de sa vie. Léonard de Vinci était non seulement un boulimique de travail, il travaillait tout le temps, mais il était un éternel insatisfait. La Joconde, il l'a commencé en 1503 et il l'a terminée quelques semaines seulement avant sa mort, le 2 mai 1519. Allez, on continue la visite. Ouais. Et là, Laurent, on entre dans ce qu'on appelle le cabinet scientifique ou la bibliothèque de Léonard de Vinci. Tu vois, il y a évidemment des livres, il y a là des fossiles, tu as des instruments de navigation C'est des aussi. astrolabes, ça, regarde. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que Léonard de Vinci est un génie universel. Il était cartographe, il était anatomiste. Il savait tout faire, cet homme-là. Pas seulement un peintre génial. Et en plus, ce qui est encore plus fou, c'est de se dire que le gars, il est jamais allé à l'école. C'était un autodidacte. C'est fou. Car rien ne prédisposait Léonard à passer à la postérité. Né dans le petit village de Vinci, en Toscane, ce qui lui vaudra son nom d'artiste, il est le fils illégitime d'un notaire et d'une jeune paysanne. Élevé à la campagne par son grand-père, le petit Leonardo apprend à lire et à écrire, mais son statut de bâtard lui ferme les portes de l'université. Le grand-père paternel, le Léonard de Vinci, va jouer un rôle essentiel dans son éducation, parce qu'il va souvent l'emmener se promener dans la campagne toscane. Et le petit Léonard va regarder tous les détails de la nature. On peut dire que d'une certaine manière, la première salle de classe pour Léonard de Vinci, c'est la nature. Son apprentissage va être un apprentissage autodidacte. Il part d'un phénomène de la nature et il essaye de le reproduire par des maquettes, par des expérimentations, ce qu'on ne ferait jamais à l'université. Cette curiosité ne le quittera plus. Le jeune Léonard dessine très tôt et parvient à intégrer l'un des ateliers les plus prestigieux de Florence, celui du peintre Andrea del Verrocchio. On apprend aussi bien évidemment la peinture et fabriquer des couleurs, mais aussi la céramique, mais aussi la sculpture, mais aussi la fonderie. Léonard travaille par exemple sur les grues qui vont poser une sphère de cuivre au sommet de la cathédrale de Florence. Après l'atelier de Verrocchio, Léonard quitte Florence pour la cour de Milan, où il se présente comme ingénieur. Léonard, à Milan, invente ou réinvente des machines de guerre, des chars d'assaut, des ponts
pour traverser des rivières avec une armée, des mitrailleuses, c'est-à-dire des orgues d'artillerie à fûts multiples. Il fabrique aussi ces machines volantes qui ne volent pas, certes, mais il expérimente aussi sur ce genre de machines. Pratiquement 10 ans, Léonard devient un ingénieur militaire, ce qu'il n'était pas en arrivant. Léonard s'intéresse à tout. C'est à ce moment-là qu'il réalise le célèbre dessin L'homme de Vitruve qui représente les proportions parfaites du corps humain. Ce dessin qui place l'être humain au centre de toute réflexion, de toute connaissance. Ce dessin, à lui tout seul, il représente toute la Renaissance. L'itinéraire de Léonard, socialement, est incroyable. Fils illégitime, qui n'avait droit à rien, et qui, à la fin de sa vie, devient l'ami du roi de France. Il n'y a rien de plus beau que cela. Regarde, là on entre dans ce qu'on appelle la salle des maquettes. Tu as un peu toutes les créations de Léonard de Vinci. Là sont exposées par exemple la maquette de la catapulte. Ici tu as un canon, regarde, il avait déjà imaginé ça. Et là, moi ce que je trouve absolument génial, c'est le char d'assaut. Avant l'heure, regarde, il y a la tourelle, il y a les canons ici, en dessous, tu as les roues. Léonard de Vinci était plutôt un pacifiste. Enfin, il avait des commanditaires, des mécènes qui le finançaient pour imaginer tout ça. Ouais. Et là où son génie n'a pas de frontières, c'est qu'il a imaginé aussi, le jeune homme a l'air très intéressé, il a beau, le même tank, hein. imaginé la voiture. Eh oui. Tiens, ben, viens avec Laurent, comme ça je te montre. Ça me sidère. Et voilà, c'est la première automobile. Quel est ton prénom? Marcus. Marcus, regarde. Alors, il y a des roues. Et puis, il avait imaginé, Léonard de Vinci, un système tout à fait ingénieux pour utiliser l'énergie élastique des arbalètes. Alors, ne me demande pas d'expliquer comment ça marchait, parce que j'en serais bien incapable. Tu avais entendu parler de Léonard de Vinci? Oui, j'ai lu quelques livres sur lui. Oui. J'en ai entendu parler à l'école et je vais peut-être en réentendre parler cette année à l'école. Bon, c'est bon signe si on entend parler à l'école, ça nous rassure avec C'est Laurent. pas mal, hein, dis donc. Tu t'y connais déjà. Et tu viens de quelle alors, région, Marcus? J'en ai Limoges. De Limoges, super. On va les te rendre à tes parents quand même. D'accord. Parce que sinon, on va nous... Oui, ils vont s'impatienter, Ils vont s'inquiéter s'impatienter. peut-être. Allez. Nous sommes avec Marcus. Ce qui est quand même fou, c'est de penser que Léonard de Vinci, il y a plus de 500 ans, il a imaginé des choses qui existent toujours aujourd'hui. L'hélicoptère, le scaphandre, le parachute, la voiture, il a tout inventé. Alors je te présente maintenant Stefania Tullio Cataldo, qui connaît tout de l'œuvre de Léonard de Vinci. Bonjour, Bonjour, Stefania. Stéphane. Vous êtes Bonjour. historienne de l'art. On dit toujours de Léonard de Vinci que c'est un génie universel. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout un touche-à-tout, non? Comment vous l'expliquez? Léonard a cette soif de connaissance qui le pousse à aller toujours au-delà des limites du savoir de son époque. Et il a aussi un grand courage, le courage de rêver et de réaliser l'impossible. Quelle est l'invention qui, pour vous, est la plus spectaculaire chez Léonard de Vinci? Certainement, l'une des plus fameuses est la machine volante, que Léonard appelait mon oiseau, l'oiseau. Il a l'idée que comme l'homme peut nager dans l'eau, peut-être qu'il peut aussi voler dans l'air. Il commence donc par créer une sorte de vaisseau volant, mais qui est trop lourd à faire voler. Et puis finalement, des ailes, des véritables ailes inspirées de celles de la chauve-souris. Et comment il travaillait? Il était plutôt studieux, patient ou alors au contraire très emporté, intuitif Oui, moi je dirais plutôt un intuitif, mais disons que le point de départ pour Léonard est toujours l'observation de la nature, une observation émerveillée, amoureuse, passionnée de la nature. Et c'est comme ça que Léonard fonde sa méthode, qui est finalement la méthode scientifique moderne, basée sur l'expérience. Seule mère de toute certitude, disait Léonard. Alors, c'est vrai aussi que Léonard n'a pas créé de rien, parce que certaines de ses inventions sont en réalité basées sur celles de ses prédécesseurs. Mais Léonard a approfondi, a amélioré donc, ses recherches. Stéphanie, avec tout ce qu'il a fait, au fond, on a le sentiment que la peinture, c'était pas sa principale passion. Alors, c'est un peu le reproche que lui font les contemporains. Ils lui disent qu'il est tellement occupé dans ses théorèmes de géométrie, dans son travail scientifique, qu'il néglige le pinceau. Mais en réalité, Léonard nous dit une chose. La peinture aussi est une science et c'est la science suprême. Donc, en fait, toutes ces connaissances que Léonard essaye d'acquérir doivent être mises au service de cet art qui est le plus noble de tous,
pour être le plus grand peintre de tous les temps. Il faut comprendre que pour Léonard, peindre ne veut pas dire imiter ce que nous voyons, reproduire la réalité, mais ça veut dire connaître l'univers à un tel point qu'on peut le recréer. Donc c'est une récréation, c'est une opération divine. L'artiste est Dieu pour lui. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion pour Léonard de Vinci. Merci à vous. La Renaissance, c'est le moment où on remet tout en cause et c'est la période des grandes innovations techniques et technologiques. Je pense évidemment à des personnages clés, Galilée, Copernic, Gutenberg. Voilà, c'est ça un peu la Renaissance. On remet tout en cause et on recrée. Et le premier homme à faire basculer le monde dans la Renaissance, c'est Johannes Gutenberg. Dès 1450, cet orfèvre allemand perfectionne une technique déjà testée en Chine, l'imprimerie. Son innovation change le monde. Avant l'imprimerie, les livres sont des manuscrits. On écrit à la main, on écrit sur du parchemin. Gutenberg a l'idée absolument géniale du caractère mobile en métal. Avec ces caractères, les lettres séparées, on peut changer les textes. Là, on peut imprimer n'importe quoi à vitesse grand V. C'est absolument merveilleux. Et le premier livre imprimé, c'est la Bible. Et il va en réaliser en 3 ans 180. 180 Bibles qui font pratiquement 1300 pages chacune. Avant l'invention de l'imprimerie, il aurait fallu 3 ans pour une seule Bible. On comprend comment, avec cette invention, le savoir va pouvoir se diffuser et se diffuser au plus grand nombre. Cette invention ouvre la voie à un nouveau monde. Entre 1456 et 1500, ce sont près de 30 000 livres qui sont imprimés. L'autre grand inventeur de la Renaissance, c'est Galilée qui révolutionne l'astronomie en 1609. Le savant italien met au point une lunette astronomique pour observer les astres de près. Galilée démontre que le Soleil lui-même est couvert de taches qui bougent à sa surface et la planète Jupiter est encadrée de satellites qui tournent autour de la planète, c'est-à-dire que c'est pratiquement un modèle du système solaire en petit. Avec cette découverte majeure, Galilée confirme la théorie d'un autre astronome, le Polonais Copernic, qui 100 ans avant lui affirmait que la Terre tourne autour du Soleil. Et l'exploration ne se limite pas au ciel. Les hommes de la Renaissance se lancent aussi à la conquête des mers, grâce à de nouveaux bateaux révolutionnaires, la Caraque et la Caravelle. Caravelle et Caraque ont pour caractéristique technologique d'utiliser à la fois des voiles carrées et des voiles triangulaires, ce qui leur permet de naviguer au vent, mais aussi de naviguer contre le vent. Une technologie qui va permettre à Christophe Colomb ou Vasco de Gama de repousser les limites du monde connu. Riche en recherche et en inventions, la Renaissance est aussi marquée par la découverte de nouveaux territoires, qu'on appelle alors le Nouveau Monde. C'est sur les rives de la Loire, au pied du château royal d'Amboise, que Laurent a maintenant prévu d'emmener Stéphane pour faire ressurgir du passé l'un des bateaux les plus emblématiques de cette conquête. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu connais tout le monde ici, hein? Bah oui. Bonjour, Impressionnant. bonjour. Bonjour. Ah, c'est un peu ma vie. J'ai l'impression d'être dans une suis campagne ici. électorale. Bonjour. Oui. C'est très bon, regarde. Ah, puis là, regarde, la tour de l'horloge. Ah, et les remparts de la ville. Oui, moi j'adore. Le petit Amboise. centre, là, ouais, c'est Ouais, ravissant, c'est charmant. Ah, qu'est-ce que c'est beau, ces bords de Loire. Moi, je ne m'en lasse pas. Regarde, là, nous avons le château royal d'Amboise. C'est magique. Oui, mais c'est pas que beau. Si je t'ai amené là, c'est pour une raison bien précise. Ah bon? Oui, tu sais que la Renaissance, c'est aussi la période des grandes découvertes. Oui. Alors, grande découverte, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une expression pour désigner les grandes expéditions maritimes menées par les puissances européennes au XVIe et XVe siècle pour découvrir le monde. Donc, il va y avoir des tas d'explorateurs, tous plus dingues les uns que les autres. Mais parmi eux, il y en avait un tout à fait étonnant qui va profondément marquer la Renaissance française. Tu le connais, c'est
Jacques Cartier, Le Canada. le Christophe Colomb du Canada, parce qu'il a découvert le Canada en 1534. Et pour franchir l'océan, tu te doutes qu'il devait avoir un bateau exceptionnel. Ah, j'imagine, évidemment. Oui, évidemment. Et tu aimerais le voir, évidemment. Ah oui, je veux bien. Eh bien, attends, ne bouge pas. Tu sais que je suis un petit peu magicien, hein, donc regarde, attention. Le voilà. Mais Laurent, c'est une maquette. Tu peux pas aller au Canada avec ça. Attends, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Oui, je sais, mais quand même. Attends. Des heures de travail avec des allumettes. Regarde la finesse du truc. Regarde les canons. J'ai fait ça avec des clous. C'est Alors, magnifique. pour pas qu'ils soient pointus. C'est une je les ai- maquette. Ah, tu le trouves trop petit? Ouais, c'est ça, oui, un peu. D'accord. Et c'est là que la magie opère. Ne bouge pas. Attention. Ah, regarde ça. Alors, tu le trouves trop petit, mon bateau? Tu as devant toi la Grande Hermine. C'est grâce à ce bateau qu'on parle français au Québec, tabarnak. Ah, et attention, hein, Jacques Cartier, il n'est pas parti découvrir le Canada ici à Amboise. Non, il est parti de Saint-Malo, hein, c'est un breton. Le gars, encore qu'il aurait pu venir ici accoster, parce qu'à l'époque, on naviguait beaucoup sur la Loire, y compris avec des gros bateaux. Mais bon, aujourd'hui, c'est quasiment impossible hein, à cause des bancs de sable. Cette Grande Hermine, finalement, on peut dire qu'elle ressemble au bateau de Christophe Colomb. Déjà, dans ses dimensions, elle fait, regarde comme elle est belle, 25 mètres de long, 8 mètres de large. Balèze, hein. Et c'est ce qu'on appelle une nef ou une caraque. Alors là, il faudrait que je te fasse un petit peu d'histoire pour Oui, s'il te plaît. recontextualiser les choses. Alors donc, à l'époque de la Grande Hermine, on est une quarantaine d'années après la découverte du Nouveau Monde, hein, de l'Amérique, par Christophe Colomb. Et comme c'est les Espagnols qui avaient financé l'expédition, ils se sont appropriés la plupart des territoires du Nouveau Monde, mais aussi ses richesses. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a de la soie, il y a des épices. Ils font fortune, les mecs. Les Français sont à la traîne. Et là, pour François Ier, c'est la honte. Il doit monter sa propre expédition et lui aussi se lancer sur les mers. C'est là où Jacques Cartier entre en scène. Parce que, comme je te l'ai dit, Jacques Cartier, il est breton, de Saint-Malo. Et les Bretons, ça fait des dizaines d'années qu'ils vont pour pêcher la morue du côté des côtes de l'Amérique du Nord. Il y a même des marins bretons qui ont entendu parler du passage du Nord-Ouest qui permet de contourner le continent américain par le nord pour relier l'océan Atlantique au Pacifique, à la Chine et à l'Inde. Donc qu'est-ce qu'il fait Jacques Cartier? Il va voir François Ier et il dit « Financez-moi une expédition, on y va ». Donc François Ier accepte de monter une première expédition. Jacques Cartier y part et qu'est-ce qu'il découvre? La baie du Saint-Laurent. C'est le fleuve qui conduit à Québec et à Montréal, au Canada. Mais lui, il croit que c'est le passage du Nord-Ouest. Seulement le problème, c'est que c'est l'hiver et il a peur d'être pris dans les glaces. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rebrousse chemin, mais il annonce la bonne nouvelle à François Ier. François Ier, tout de suite, remonte une deuxième expédition, mais cette fois, il va mettre le paquet. Il file à Jacques Cartier 3 bateaux, dont la Grande Hermine, avec une centaine de marins, 15 mois de vivres, mais aussi 9000 livres tournois. C'est beaucoup à C'est l'époque. conséquent, c'est à peu près 1 million d'euros pour quand aujourd'hui. même. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est vraiment la fortune qui sourit à Jacques Cartier. Et là, malheureusement, dans cette deuxième expédition, rien ne va se passer comme prévu. Quand Jacques Cartier retrouve les côtes canadiennes, il a des rêves plein la tête. Le but de Jacques Cartier, quand il arrive dans cette seconde expédition et qu'il remonte le fleuve Saint-Laurent, c'est de trouver un Eldorado qui serait fabuleux, richissime, qu'on appelle le royaume de Saguenay. Le marin remonte le fleuve Saint-Laurent et fait connaissance avec les autochtones, les Indiens Iroquois. Pour désigner leur village, ils utilisent le mot Kanata. Cartier, lui, comprend Canada, qui deviendra le nom du pays. Quelques semaines plus tard, l'aventurier est rattrapé par l'hiver canadien. Et là, c'est un petit peu la dégringolade, parce qu'on découvre ce que c'est que l'hiver canadien, et on est obligé de se mettre à l'arrêt, de tout arrêter. Et comme si un malheur n'arrivait jamais seul, le scorbut arrive et cette épidémie va lui tuer pratiquement le quart de ses hommes. C'est-à-dire, sur 110 hommes, il y en a 25 qui vont mourir. C'est une expédition qui vraiment tourne au fiasco assez rapidement. Et
on peut dire que quand Cartier rentre en France, il rentre non seulement bredouille, mais quasiment humilié. Humilié. Le Breton n'a trouvé ni le passage du Nord-Ouest, ni le mythique royaume de Saguenay. Persuasif, 5 ans plus tard, il arrive pourtant à convaincre François Ier de financer une nouvelle expédition. Et son objectif n'a pas changé. C'est l'or et l'argent, donc on fouille, on cherche, on creuse, et l'on trouve des cristaux, et l'on trouve ce qui semble être des pépites d'argent. Cartier rentre en France, les cales pleines de pierres, persuadé d'avoir trouvé le bon filon. Hélas, on va déchanter, car ces cristaux d'argent sont en fait de la pyrite. C'est très beau la pyrite d'ailleurs, hein, mais ça n'est pas de l'argent. Et ce qu'on croit être des diamants ne sont pas des diamants, c'est du quartz. Et il faut imaginer une fois de plus la fureur du roi quand il s'est aperçu qu'il n'y avait rien. Cette 3e expédition était un fiasco total. Après ces échecs retentissants, il faudra attendre plusieurs décennies pour que les rois de France relancent les expéditions vers le Nouveau Monde. Jacques Cartier est entré dans l'histoire comme le découvreur du Canada, mais en fait, il n'a connu que des galères, que des échecs. Lachkoumoun. Et d'ailleurs, son nom va tomber dans l'oubli pendant très très longtemps. Hein. C'était pas du tout un héros. Mais c'est assez injuste finalement, parce que les échecs, les erreurs, les méprises, c'était le lot quotidien des navigateurs. Ce qui d'ailleurs n'enlève rien à leur talent, à leur courage, à leur audace. Parce que tu te rends compte, les mecs qui partaient au bout du monde, c'était un voyage vers l'inconnu, avec très peu d'infos, des cartes très parcellaires. C'était un miracle de revenir. Donc c'était des gens quand même hyper courageux. Et c'est vraiment eux qui, quand même, vont dessiner le monde tel qu'on le connaît. Et pour en parler, je voudrais te présenter quelqu'un. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Elle est bien? Comment ça va? Ça va bien et vous? Alors, Dominique Lebrun, vous êtes écrivain de marine. Absolument. Vous avez publié très récemment un ouvrage passionnant qui s'intitule Les secrets de la mer. Merci. Et on parlait des explorateurs, justement. Oui. Et qu'est-ce qui les poussait à partir? C'était quoi? C'était l'inconnu, l'appât du gain, L'évangélisation. l'évangélisation, oui, la foi, c'était quoi? C'était quoi? L'appât du gain avant tout. Ah, l'appât du gain. Pendant tout le Moyen-Âge, en fait, on voit arriver un nouveau luxe. C'est des soieries, c'est les épices qui permettent de manger les viandes faisandées qu'on a à l'époque, puisqu'on n'arrive pas à les conserver. Et tout ça venait de l'Orient, et notamment de Chine. Précisément, il y a bien une route terrestre qui amène ces richesses, mais elle est tenue par les Turcs. Donc on cherche une route maritime. Les Portugais, eux, vont faire patiemment le tour de l'Afrique pour y arriver. Ils mettront un siècle. Et puis Christophe Colomb, lui, va partir dans l'autre sens pour arriver en Chine par l'autre côté de la Terre. Et il va découvrir l'Amérique. Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Comment se fait-il que la France, si je connais bien mes leçons de géographie, est un pays qui est bordé par des océans, hein, sur beaucoup de côtés? On a la Méditerranée, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique. Comment ça se fait qu'on soit autant à la traîne durant la Renaissance par rapport aux Espagnols et aux Portugais? C'est la faute au pape. Le pape va diviser le monde en deux. On trace une ligne à travers l'Atlantique du nord au sud. Ce qui est à l'est de cette ligne, c'est pour les Portugais. Ce qui est à l'ouest, c'est pour les Espagnols. Pourquoi? Parce qu'en 1492, Christophe Colomb a découvert quelque chose, on ne sait pas encore que c'est un continent, de l'autre côté. Le pape est espagnol. Donc dès 1493, il divise. Les autres nations n'ont pas le droit d'explorer le monde. Lorsque Cartier va partir vers le Canada, François Ier va demander l'autorisation au pape. Alors nous, en France, quand même, après, on va rattraper un peu notre retard. Hein. On va avoir aussi des oui. grands explorateurs. On a parlé de Jacques Cartier, mais après, notamment au XVIIIe siècle, il y en a un qui est particulièrement émouvant, la Pérouse. Tu sais que le jour où Louis XVI se fait guillotiner, il a quand même une pensée pour la Pérouse. Il demande où Attends en est... des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. Oui, mais justement, quand on partait faire des explorations comme ça à l'autre bout du monde, dans le meilleur des cas, on revenait vivant et avec des richesses, mais la plupart du temps, on ne revenait pas, on mourait quand C'était même. miraculeux de revenir, quoi. C'était quand même des héros, les gars. Il y avait énormément de dangers, non? De risques. Bah oui, si on prend tous les dangers les uns après les autres, Oui. c'est colossal. D'abord, c'est le naufrage. Oui. Bah, c'est l'expédition La Pérouse qui, en plein large, une nuit, se vautre sur des récifs qui étaient absolument insoupçonnables. Alors après, individuellement, il y a une chose épouvantable qui s'appelle le scorbut. Ah oui, oui. Donc, carence en vitamine C. C'est- La Ouais, vitamine C, on Les- l'a avec les fruits et Les légumes. dents, Les dents qui se déchaussent, déchaussent. Alors, et puis on meurt. ça et- commence par les dents et Ouais. après, ce sont les hémorragies internes. Ensuite, les équipages partiront avec des litres et des litres de jus de citron Oui. et de la choucroute. Mais à l'époque, tout ça, on le découvre. Ouais. Mais Sûr. on- C'est personne- expérimental. C'est complètement expérimental. La notion de vitamine, personne n'imaginera Non, avant mais des je- siècles ce que ça peut être seulement. Merci, Dominique, hein, c'était passionnant. Et vous avez vu ce qu'il y a derrière nous, là? La grande Hermine On la elle-même. reconnaît, hein, la grande Hermine. Alors C'est- c'est vrai,
On a dit que Jacques Cartier, il était un peu passé à la trappe et un peu tombé dans l'oubli, mais pas partout, hein. Au Canada, c'est encore une superstar. Et il y a notamment au large du Canada, on a un territoire d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon. Eh bien, sur le drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a notre La grande Grande hermine. Hermine. Voilà. Exactement. Donc c'est encore hyper connu. Bon, là, on va boire Bravo. notre chocolat. Ah bah justement. Ah oui. Alors ces grandes explorations vont nous permettre... Ça vient des Aztèques, hein. Oui, bien sûr, des Absolument. Indiens. Il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai qu'on a ramené de l'or, de l'argent, des épices, des soieries, mais aussi des nouveaux fruits et légumes complètement inconnus en Europe, mais déjà cultivés depuis très longtemps par les Indiens et qui petit à petit vont passer dans nos cuisines pour devenir maintenant des éléments Quotidien. incontournables Quotidien. de la gastronomie Tout à française. fait. Il faut essayer de vous imaginer faire un bon repas aujourd'hui en étant privé de tomates, de maïs, de pommes de terre et de chocolat. Mais ça serait d'une cruauté. Toutes ces nouvelles saveurs débarquent à la Renaissance en provenance du Nouveau Monde. Le maïs arrive en Europe dans les cales des bateaux et il est tout de suite adopté. La tomate, originaire du Mexique, elle fait de la résistance. On identifie que la tomate a des feuilles qui ressemblent à la belladone. Et la belladone, c'est un poison. Donc la tomate va d'abord être cultivée comme plante ornementale. Avant de la déguster, les Européens vont donc s'en servir pour décorer les tables. Un destin qui va être encore pire pour la pomme de terre. Ramenée du Chili et du Pérou en 1534, elle n'a même pas sa place sur la table. Les hommes préfèrent la donner aux cochons. Il faudra attendre plus de 2 siècles et le célèbre Parmentier pour que l'Europe adopte la pomme de terre. En revanche, la dinde, elle, a plus de chance. Elle est tout de suite plébiscitée après avoir été découverte en Amérique. Christophe Colomb découvre la dinde. Comme il croyait être en Inde, il avait nommé cet animal la poule d'Inde, et du coup, poule d'Inde, c'est devenu la dinde. Mais surtout, la Renaissance va fondre de plaisir pour le chocolat. Consommé avec des épices chez les Aztèques, il est immédiatement adopté de ce côté-ci de l'Atlantique. Et c'est une vraie chocolat-mania. On le consomme additionné de différents produits, d'ambre, de vanille, de musc, parce que c'est aussi considéré comme un aphrodisiaque. Donc on va le parer de toutes les vertus. C'est à la fois la boisson qui réconforte, la boisson qui guérit, qui soulage, et la boisson qui émoustille. Merci Laurent, parce que vraiment, là, tu m'as enchanté. Puis c'est vrai de se dire que tout ce qu'on a dans notre assiette, en tout cas la moitié, c'est grâce à ces grandes explorations lointaines. C'est fascinant. On leur D'ailleurs, doit beaucoup. Hein, je et me alors- sens un peu un explorateur là Moi sur aussi. ce magnifique bateau. À mon tour maintenant Oui. de te faire découvrir un lieu magique, unique. L'un des plus beaux châteaux du Val-de-Loire. Ok, on y va en bateau, c'est lequel? Oui, le château de Chenonceau. Ah, Il n'a pas toujours ressemblé à ce qu'on connaît aujourd'hui. c'est vrai? Non, non, absolument Et pas. on y va en bateau? Eh bien, je te propose, puisque on a ce bateau Cap à à l'est. notre disposition, eh bien, d'utiliser la Grande Hermine. Allez, va, Grande Hermine. Allez, on y va. Situé à 12 km d'Amboise, le château de Chenonceau est l'un des plus célèbres de la vallée de la Loire. Construit sur un affluent du fleuve, le Cher, c'est au XVIe siècle le fief de l'un des personnages les plus célèbres de la Renaissance française, la belle-fille de François Ier, Catherine de Médicis. L'Italienne fait de Chenonceau un lieu de plaisir et de fêtes somptueuses. Oh, il est sublime ce château. Regarde comme il se reflète dans l'eau, là, c'est incroyable. Il y en a 2 pour le prix d'un. C'est vrai que cette galerie comme ça sur le Cher, c'est absolument magique. Inouï. D'ailleurs, Gustave Flaubert parlait de l'aristocratique sérénité du château de Chenonceau. Ces lignes pures, ces fenêtres qui laissent entrer la lumière, mais tu vois, ça, c'est vraiment très Renaissance. Tu crois que le château a toujours été comme ça, mon cher Laurent? Eh bien, pas du tout. Il a été construit en plusieurs étapes et à l'origine, il était beaucoup plus petit. Ah bon? Le château de Chenonceau a une histoire tout à fait étonnante. Au Moyen-Âge, il n'y avait qu'un moulin sur l'eau. Et sur la berge, il y avait un château médiéval qui appartenait au seigneur local. Tout ce qui reste, eh bien, c'est la tour que tu vois là sur la gauche. Et puis au XVIe siècle, il y a un contrôleur des finances de François Ier qui achète ce château pour le raser complètement et faire bâtir un palais vénitien.
Et à l'époque, il n'y avait pas encore cette galerie sur l'eau. D'ailleurs, je te propose de revenir en 1517. Ouais. Ça te dit? Bah oui, pourquoi pas. Eh bien, voici la première version du château de Chenonceau. Ah oui, d'accord, donc toi maintenant tu fais disparaître les châteaux. Il a cassé le château, le gars. C'est surtout pour que tu comprennes bien combien chaque propriétaire a apporté sa pierre à l'édifice. Je devrais dire chacune des propriétaires. Parce que véritablement, le château de Chenonceau mérite son surnom de château des dames. Et la première propriétaire, c'était l'épouse de cet intendant des finances de François Ier, qui lui allait guerroyer aux côtés de son roi. Et elle, Catherine, avec un K, elle faisait bâtir ce château. C'était donc la première dame de Chenonceau, cette Catherine. Absolument. Elle a transformé le donjon du vieux château médiéval façon Renaissance, et puis elle a construit le logis central qui avait une forme carrée. Il y avait un superbe belvédère, comme c'était typiquement à la mode à Venise. D'accord. Une quinzaine d'années plus tard, en 1535, François Ier confisque ce château à son intendant des finances. Oui, il avait royalement fraudé le fisc. Oui, il n'avait pas apprécié. Et une fois que le roi récupère ce château, il n'en fait rien. Mais en 1547, à sa mort, c'est son fils Henri II qui hérite du château. Et tu sais ce qu'il va en faire? Eh bien, il va le donner à sa bien-aimée, à sa maîtresse officielle, c'est-à-dire à Diane de Poitiers, qui devient la deuxième dame de Chenonceau. C'est avec Diane de Poitiers que le château de Chenonceau commence un peu à ressembler à ce qu'il est aujourd'hui. Ah bah oui, tiens, regarde, maintenant il y a un pont là, il y a un pont. Ben oui, c'est la touche de Diane de Poitiers. Pourquoi un pont? Diane de Poitiers adorait chasser, elle adorait faire du cheval. Et donc elle voulait rejoindre facilement cette forêt. Elle traversait le Cher grâce à ce pont. D'ailleurs, il y avait un petit châtelet qui marquait l'ouverture du château, mais ce châtelet a aujourd'hui disparu. Et oui, c'est vrai que c'était une grande sportive, Diane de Poitiers, ce qui d'ailleurs était assez rare pour l'époque. Elle entretenait son corps et sa santé de manière quasi maniaque. Il faut dire qu'il fallait plaire à son royal amant. Elle avait quand même 19 ans de plus que lui. Il était très attaché. Il ne savait pas quoi lui refuser. Diane de Poitiers était une femme étonnante, brillante. Elle était belle, elle était intelligente, elle était cultivée. Et elle régnait sur le cœur et sur le corps du roi aux grandes dames de son épouse légitime, Catherine de Médicis. Elles ont réussi à cohabiter avec une certaine intelligence. C'est sans doute dans l'histoire l'un des premiers ménages à trois. 2 femmes pour un même roi, Henri II. D'un côté, Catherine de Médicis, l'épouse légitime, l'italienne. De l'autre, Diane de Poitiers, la maîtresse, l'ancienne préceptrice d'Henri II qu'il aime depuis toujours. Diane de Poitiers, c'est une femme élancée, sportive, cultivée, vive. Donc, du point de vue physique et du point de vue de son caractère, ça matche bien avec Henri II. Henri II, c'est l'homme d'un seul amour. Toute sa vie, il n'aura réellement aimé que Diane de Poitiers. Pas facile donc de se faire une place pour Catherine de Médicis. Elle qui a aimé Henri II dès leur première rencontre, sait qu'elle va devoir composer avec cette maîtresse qui était là avant elle. C'est une relation épouvantable. En fait, c'est toute cette relation et ce trio, ce ménage à trois, il fonctionne exclusivement grâce à la soumission de Catherine. Elle enrage. D'autant que pendant 10 ans, elle ne donne pas d'enfant à la couronne. Elle est terrifiée d'être répudiée et renvoyée en Italie. Mais contre toute attente, c'est Diane qui lui vient en aide en lui recommandant son médecin personnel. Car l'encombrante maîtresse n'a qu'une crainte, que le roi se remarie avec plus jeune et plus belle qu'elle. Catherine de Médicis met finalement au monde plusieurs enfants, pendant que Diane profite toujours de son statut de favorite. Elle se fait raconter toutes les décisions du conseil du roi, mais Catherine ne rate pas une occasion de la tacler. Un jour, Diane de Poitiers la questionne sur ses goûts en matière de lecture
Et Catherine de Médicis lui répond qu'elle a lu l'histoire de France et qu'il lui apparaît que les putains ont eu beaucoup d'importance dans le gouvernement de la France. Alors ça, c'est une manière assez cash de dire à Diane de Poitiers « Restez à votre place parce que ce n'est pas vous qui gouvernez la France ». Mais tout s'arrête brutalement en 1559, lorsqu'Henri II meurt lors d'un tournoi de chevaliers. La reine tient enfin sa revanche. Elle interdit l'accès de la chambre d'Henri II à Diane de Poitiers. Donc dans son cœur, il y a 20 ans de rancœur, de frustration, de détestation. Jalouse du fait que Diane de Poitiers disposait du château de Chenonceau pendant 20 ans, Catherine de Médicis en profite pour le lui reprendre à la mort du roi. En échange, elle lui donne le château de Chaumont à quelques kilomètres de là, un château beaucoup moins prestigieux. Sacrée Catherine quand même. Elle a été fait cocu toute sa vie par son mari et à la mort de celui-ci, elle va porter le deuil jusqu'à la fin de ses jours. Pas rancunière, hein, l'italienne. Elle l'aimait, surtout son Henri II. Elle l'aimait vraiment. Et c'est vrai que tu as raison, elle a toujours été en noir, mais c'est pas parce que tu es en noir que tu n'es pas une veuve joyeuse. C'est d'ailleurs elle qui fait aménager cette célébrissime galerie sur le Cher que, je sais, tu es impatient de pouvoir retrouver. Tiens, regarde. Ah, tu te sens mieux, hein? Il est beau comme ça. Je le préfère comme ça. Bah oui, moi aussi, évidemment. Et tu sais pourquoi il est comme ça? Parce que Catherine s'est inspirée de son enfance et du célèbre Ponte Vecchio de Florence, l'un des plus connus des ponts habités. C'est vrai qu'elle a transformé, elle a réaménagé le château de Chenonceau. Elle voulait y accueillir une cour brillante. Alors, il y avait au premier étage l'appartement des membres de la cour, et puis dans les combles, on y logeait les domestiques. Et puis, dans la galerie, elle organise un certain nombre de fêtes, et je dois dire, certaines fêtes un peu libertines. Oh. Tu veux dire qu'il s'est passé des choses un petit peu olé olé? Oui, oui. Tu veux qu'on aille voir? Oui. On va le visiter. Moi, je ne recule devant rien. Eh bien, pour je te servir demande l'histoire. même d'avancer. Alors, il faut savoir que c'est l'un des châteaux de la Loire les plus visités. C'est normal, c'est un des plus T'as beaux. vu? Très C'est un des honnêtement, plus c'est un des plus beaux, T'as celui-là. vu cette élégance? Regarde-moi cette pierre blanche. Évidemment, avec le soleil, t'as vu, elle prend un éclat Elle particulier. est éclatante. Ah, c'est magnifique. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, bonjour. Tu les connais? Non, Ils ce t'ont sont dit bonjour. mais il y a beaucoup de touristes. Ce qui est beau ici, c'est le superbe portrait de Louis XIV. Imagine-toi qu'il y a une cinquantaine de visiteurs par an qui m'envoient une photo du petit-fils de Louis XIV qui est là. C'est Philippe V, duc d'Anjou, en me disant « On vous a vu au château de Chenonceau ». Alors, est-ce que tu trouves, toi, vraiment qu'il y a une ressemblance? Très honnêtement, Oui. pas du tout. Non, arrête. du tout. Il y a un air de ressemblance, Il quand même. y a un petit quelque chose. Ah oui. C'est-à-dire, je me projette en me disant « Moi, vieux, ça doit donner ça ». Ouais, je vois, Il y a quelque chose. ouais, mais c'est un côté dans une caricature alors. Une caricature. Bon, allez, je te propose une visite maintenant. Oui. Tu viens? C'est tout à fait lui. Viens, Laurent. Oh là là. Regarde, il y a un groupe. Oui, ou un groupe. Ah, Oh, bonjour, excusez-moi. avec une guide, il y a une guide. Oui, viens. Excusez-nous, on peut s'incruster dans votre visite? Oui, bien sûr. Bonjour. Bienvenue. Quel est votre prénom? Amélie. Je suis avec mon ami Laurent Doche. Ah bah ici c'est la chambre de Catherine de Médicis. Eh ben, pas du tout. Voilà, tu fais le malin. Eh non. C'est la chambre de sa rivale, Diane de Poitiers. Alors ça peut paraître effectivement étrange, hein, ce grand tableau de Catherine de Médicis dans la chambre de Diane, mais le tableau date de bien après la présence de Diane et de Catherine dans le château. Ah d'accord. Quand Henri II est mort,
Oui. La première chose qu'a faite Catherine de Médicis, c'est de mettre dehors sa rivale Diane de Poitiers et de récupérer son château. Effectivement. Alors c'est plus un échange qu'une confiscation. Oui, en elle lui a effet. donné Chaumont-sur-Loire. Voilà, on peut penser qu'en récupérant le château, elle choisisse une autre chambre que la chambre de son ancienne rivale. Et on comprend qu'elle est pu redécorer un petit peu. Les deux s'entendaient bien. Elle vivait en bonne intelligence auprès de Henri II. Effectivement, elles ont vécu en bonne intelligence toutes les deux, ce qui pourrait être surprenant, mais en fait, pas tant que ça, puisque Catherine a quand même vécu dans l'ombre de Diane pendant presque 23 ans. Donc ça fait beaucoup. Et puis, elles se sont quand même entraidées, mine de rien, puis elles ont été gagnantes. Chacune à leur façon. Alors Diane y gagne parce que, comme on voit sur le tableau, Catherine, elle avait de très belles mains, de très belles jambes, mais c'était pas forcément une reine de beauté. Et inversement, Catherine, elle va y gagner parce qu'elle a cette pression sur les épaules de l'enfantement. Il faut qu'elle mette au monde un héritier mâle, voilà, pour assurer sa position en tant que reine de France. Mais Elle a du mal. Elle a du mal. Donc elle va se tourner vers les alchimistes, les apothicaires, les astrologues. Elle a été rechercher les remèdes dans les livres anciens, alors des remèdes qui ont peut-être plus affecté sa santé que l'aider à tomber enceinte. On a un petit florilège, plusieurs exemples du lait de jument mélangé à du sang de lapin ou des potions à base d'urine de mule à prendre une fois par mois à la pleine lune si possible, parce que ça décuple les effets des potions. Il paraît, ouais, j'ai essayé, mais je m'étais trompé de jour. Pas de peau. Je prends le truc imbuvable et là je me rends compte que c'est pas la pleine lune. On dit même qu'elle portait aussi un petit sachet avec de la cendre de crapaud autour du cou. Et le coup de main, en fait, l'aide inattendue, il vient de Diane de Poitiers, puisqu'elle lui fait envoyer son médecin personnel, Jean Fernel. Ah, voilà. Effectivement, après examen des deux époux, une petite opération pour Henri II et quelques conseils pour Catherine sur la façon de s'y prendre, et 10 enfants en 11 ans. Ouais, après Là, ça marche. Il y a quelque chose qui s'est débloqué là. Merci beaucoup pour cette visite. Mais je vous en prie. On va continuer notre visite avec Bah toi. ouais, nous on continue. On continue sans vous, hélas, mais on continue. Le devoir nous appelle et je dois suivre Stéphane, ce qui n'est pas une sinécure. Après la mort du roi Henri II en 1559, le fils aîné de Catherine, François, meurt. Il avait tout juste 17 ans. François II. Et ensuite, c'est le frère suivant qui s'appelait Charles IX qui monte sur le trône, mais il n'a que 10 ans. Alors, ça permet à Catherine de diriger la France, et en partie d'ailleurs depuis ce château de Chenonceau. Oui, mais tu m'as dit qu'elle organisait des fêtes un peu coquines. C'est pas de la politique, ça? Ah, détrompe-toi, au contraire. Ça aussi, c'est de la politique, parce que quelle que soit la résidence dans laquelle était Catherine de Médicis, elle organisait 2 fois par semaine des bals. Parce qu'elle pensait que tant que les nobles étaient occupés à choisir leur tenue, à se pavaner, à parader, au moins, ils ne complotaient pas. Ah, pas bête. À la Renaissance, la dynastie des Valois érige la fête au rang d'art. Bals, banquets, tournois de chevaliers, danses et spectacles pyrotechniques, tout est fait pour impressionner la cour. Il y a les feux d'artifice, les flambeaux, les costumes somptueux, les bijoux précieux. Ces fêtes doivent être stupéfiantes. Qui n'a pas vu la cour de France ne sait pas qu'est-ce qu'est la grandeur. C'est délirant, enfin. On peut même faire construire une maquette en bois d'un château en grandeur nature, pas en miniature, pour pouvoir l'animer, l'éclairer, y faire des fêtes. Pendant des jours, des semaines, la cour s'enivre de plaisir. Pour la famille royale, c'est l'occasion d'affirmer la puissance de son pouvoir. Ces fêtes permettent aussi de faire passer des messages, comme lorsque Catherine de Médicis a voulu démentir les rumeurs d'homosexualité qui couraient sur son fils, le roi Henri III, lors d'un bal à Chenonceau. Elle aurait eu l'idée d'organiser un bal où les serveuses seraient venues avec des voiles, donc transparents, et donc on voyait la poitrine de ces dames. Ça a très très bien fonctionné. Tout le monde est parti dans les bosquets du château pour s'ébattre gaiement. Tout le monde, sauf le roi, qui lui est resté sur sa chaise. C'est loupé pour Catherine de Médicis, qui ne convainc pas la cour que son fils aime la compagnie des dames. Mais la technique a pourtant fait ses preuves. Prête à tout pour protéger le pouvoir de sa famille, la reine-mère a créé un véritable bataillon d'espionnes. Les fêtes sont donc l'occasion de récupérer de l'information, de faire passer des influences. Elles vont permettre, je dirais à travers quelques jolies dames de la noblesse, souvent très séduisantes, de recueillir quelques petites confidences sur l'oreiller, pour savoir où sont les ennemis de la reine, où sont les complots, qui sont derrière les conspirations qui se préparent. À la Renaissance, derrière des étoffes précieuses et les danses enivrées, se joue un jeu politique redoutable. Un jeu qui trouvera son apogée sous Louis XIV à Versailles.
Eh, ils savaient s'amuser à la Renaissance. Et comme je sais que toi aussi, tu aimes t'amuser, Oui. ben, je t'ai préparé une petite surprise. Qu'est-ce donc? Regarde. Ah. Alors? Superbe, bravo. Ah, c'est magnifique. Non, tout est joli là. Franchement, le décor est somptueux, les costumes sont splendides. Ah, vous êtes top. Je suis très jaloux. Justement, Je voudrais le puisque même je costume. sens que tu aimes ça, je me suis dit, j'aimerais que tu danses aussi. Oh, je suis un très mauvais danseur. Je vais vous marcher sur les pieds. Non, mais justement, là, tu as vu, c'est une danse que l'on marche. Oui, là, c'est pas davantage. très. Alors, c'est quoi, ce que je te propose, c'est c'est quoi, que c'est tu une femme participes. Ah, mais tu es magnifique, Laurent. c'est bien. Eh bien, écoute, je pense que tu vas pouvoir rejoindre notre groupe Ah oui, mais alors, et participer à alors- cette danse de cours. Oui, mais alors je ne connais pas les pas. Mais tu vas voir, les deux jeunes femmes vont venir te chercher pour t'emmener dans la danse. Bonjour. Ah, Alors, musique, maestro. Bonjour. Ah, comment on fait? Bonjour. Bonjour. Allez, on y va. Ah. Hop, hop, hein. Hop. Et, c'est là. Ah, hey, hoppa. Hoppa. Bravo. Merci. Bravo, Laurent. Ah non, mais Merci depuis beaucoup. Rabbi Jacob, j'avais rien vu de plus beau. Oui, je sais, je suis très doué, c'est comme ça. Je sais, c'est inné. Merci beaucoup. En tout cas, je me suis senti soutenu, épaulé, et je n'aurais jamais réussi sans vous. Le costume ne fait pas tout. Merci. Alors, viens, Laurent, il faut Oui. que je te présente maintenant Robin. Il est directeur d'une compagnie qui s'appelle Outre Mesure, mais il est surtout professeur de danse et de musique Renaissance au Conservatoire de Tours. C'est quand même la seule classe qui existe comme ça en France, non? À peu près, oui. Ah oui. Et puis alors, ces nobles dames et ces nobles messieurs sont donc vos élèves. C'est ça. J'ai beaucoup aimé la première danse. Est-ce que c'est une danse traditionnelle de la Renaissance, telle qu'on l'a dansée à la cour? Alors, tout à fait. Et en plus, on peut dater quasiment son arrivée à la cour de François Ier en 1530. C'est la pavane. Ah oui, l'expression se pavaner. Se pavaner, c'est la danse du grand bal. Parce qu'avant le bal, tout le monde gardait son grand manteau avec ses belles pierreries et montrait toutes ses appartenances et sa richesse. Et donc, on faisait le grand bal. C'est la danse qui sert à tout le monde pour dire bonjour. On fait 2-3 tours de salle, on se dit bonjour, on monte les nouvelles dentelles, la nouvelle personne qui rentre en compagnie, en cours. C'est une danse de cour ou est-ce que tout le monde danse cette danse dans toute la France de la Renaissance? C'est très compliqué pour répondre à votre question. Parce que tout ce qui est danse collective appartenait à tout le peuple, qu'il soit haut ou qu'il soit bas. Sauf que la pavane, c'est vraiment une commande de François Ier. Donc dès François Ier, on avait cette culture-là. Et donc dès qu'il y a eu une explosion de cours princières et royales, effectivement, il y avait des divertissements dansés dans ce genre de salle. Je me sens un peu ridicule dans cette tenue. Je vois que vous avez tous des costumes magnifiques. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être demander à Marie, qui les a réalisés, de venir nous rejoindre. Marie, alors, il y a une chose qui me frappe. Pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas de pantalon? Vous voyez, ils montent leurs jambes et leurs cuisses. Bon, ça s'appelait des hauts de choses. Des hauts de choses. Voilà. Là, il y a des collants, mais on n'avait pas les collants. À cette époque-là, c'était des bas qui remontaient au-dessus du genou. De plus en plus, le pantalon va se raccourcir un petit peu. Ça va remonter très court. Ça va s'appeler le culot, d'où le nom maintenant. Culotte, voilà Bien pourquoi sûr. ça vient de ce mot-là. Oui. Je vois que, monsieur, vous pouvez ramener votre fraise? Ah, Parce que monsieur a une fraise. voilà, Hein, c'est ça voilà, c'est une fraise. Ça servait à quoi? C'était pour pas se salir ou c'était pour mettre en valeur le cou et... Alors, oui, ça mettait en valeur le cou et tout. Il y avait surtout une chose bien importante, c'est qu'à cette époque-là, il y avec beaucoup de maladies. Ah, et donc, des pour gangs. cacher ces petits bubons qu'on appelait, Ah, on avait des bubons. donc il fallait les cacher, évidemment, c'était oui. pas très esthétique. Donc, ils mettaient des fraises, hommes comme femmes, hein.
C'est devenu un truc à la mode, ou alors on peut soupçonner que dans tous les portraits qu'on voit, dès que tu avais une fraise, c'est qu'en gros, tu avais un coup un peu suspect. Non. Non, c'est devenu un accessoire de mode. C'est un accessoire de mode, voilà. Bravo pour ces costumes et pour toutes ces explications. Merci aussi beaucoup, Robin, de nous avoir éclairés. Et puis, admirons tous ensemble quand même cette magnifique galerie de Catherine de Médicis sur le Cher. C'est la plus belle salle du royaume de son temps, avec 60 mètres de long sur 6 mètres de large. Ah, il a dû s'en passer des balles, ici. Ah, c'est une des plus grandes salles pour faire des balles Renaissance dans les châteaux. En tout oui. Non, j'y ai fait mes premiers pas. Allez, viens, Laurent. Merci. Viens, Au revoir. Je garde le costume, Marie. Oui, bien sûr. Oui. Au revoir, au revoir. C'est vrai qu'il est magnifique, ce château de Chenonceau. Ah oui, vraiment. Mais malheureusement, Merveille. maintenant, Stéphane, il est grand temps de quitter la vallée de la Loire et de retrouver Paris. Ah bah oui, parce que Paris va redevenir la capitale de la France au milieu du XVIe siècle. Et c'est donc là que Catherine de Médicis va aller s'installer avec ses enfants terribles. Et elle va se faire construire un hôtel particulier assez étonnant en plein cœur du vieux Paris médiéval. Eh bien, allons-y. En route pour Paris. C'est au cœur de la capitale, à 2 pas des Halles et de l'église Saint-Eustache, que la reine-mère, Catherine de Médicis, choisit d'installer cet hôtel particulier. Elle va notamment s'y adonner à sa grande passion, l'astrologie. C'est ce palais, aujourd'hui disparu, que Laurent va maintenant faire ressurgir du passé. C'est agréable, hein. De retrouver Paris. Ah bah oui, regarde sous le soleil, là, regarde comme c'est animé, c'est génial. On est dans le quartier du Louvre, on est aux Halles, et tu reconnais devant toi les anciens bâtiments de la Bourse du Commerce, qui aujourd'hui abrite la collection d'art contemporain de François Pinault. C'est superbe. C'est superbe, c'est la renaissance du bâtiment, mais ça n'a rien à voir avec la Renaissance française. Je vois que tu es observateur, c'est vrai, tu as raison, mais par contre, regarde, envisage un peu cette colonne. D'après toi, elle date de quand? On dirait une colonne romaine. Eh bah bim! Détrompe-toi, elle date de la Renaissance, précisément. Alors c'est vrai, oui, elle est d'inspiration romaine, mais non, elle date du XVIe siècle. Oui. Parce qu'en fait, avec la Renaissance, eh bien, il faut prendre le mot Renaissance au pied de la lettre. C'est une renaissance. On redécouvre l'Antiquité et on n'hésite pas à la copier, à l'image de cette colonne. C'est l'ultime vestige de l'hôtel particulier que va se faire construire Catherine de Médicis pour les 16 dernières années de sa vie, ici, dans le quartier des Halles, un hôtel qu'on appelait l'hôtel de la Reine. Il était où? Il était là, il était magnifique, il était luxueux, évidemment, digne des ambitions de la mamma italienne. Et là, je suis sûr que tu aimerais le voir, cet hôtel qui était là, t'es dedans, là. Tu vas le faire réapparaître? Si tu le désires. Ah bah oui, volontiers, tu es magicien? Ça te ferait plaisir? Oh, énormément. Eh ben c'est parti. Et attention, j'attends que les jeunes se poussent parce que ça va secouer. Ça va Attention, secouer. les enfants. Attention, c'est parti. Hein? Tu veux le voir de plus près? On peut y aller? Bien sûr, on va passer par le jardin. Mais c'est incroyable. C'est beau, hein? Et un jardin pareil en plein Paris. Cet hôtel de la Reine, il peut te sembler de dimension modeste par rapport au palais de Léonard de Vinci, mais il faut bien que tu te rendes compte que là, tu es dans le Paris médiéval, c'est hyper resserré, hyper loti, donc il y a plein d'habitants. Donc pour construire cet hôtel de la Reine, Catherine de Médicis a dû exproprier des tas de gens. Elle a dû supprimer une rue, elle a dû vider un couvent, virer des bonnes sœurs, tu vois, c'est vraiment son dernier caprice à partir de 1572, quand elle le fait construire. Oh là 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 là
mais c'est Il est joli, hein, c'est coquet. Et regarde, regarde Oui, là-bas, qu'est-ce que tu oui, vois? la colonne. Eh oui, elle faisait partie de l'hôtel, elle était dans la cour. Au premier étage, tu avais les appartements de la reine. À côté, elle fait aménager d'autres appartements pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et elle va faire aménager à côté de sa chambre une galerie de tableaux pour abriter son immense collection. Elle adorait la peinture et en particulier les portraits de ses enfants. Il y en avait plein. Quant au rez-de-chaussée, eh bien évidemment, c'était des salles de réception pour recevoir la cour. Si tu observes bien, tu vois que les appartements de la reine au premier étage, eh bien, ils sont connectés à notre fameuse colonne. Elle pouvait y accéder et par un escalier, elle pouvait monter tout en haut, à 31 mètres de hauteur, au sommet de la colonne. Et d'après toi, qu'est-ce qu'elle allait y faire? À quoi ça servait d'aller tout là-haut? Là, c'est vertigineux quand même pour l'époque. Peut-être qu'elle voulait voir qui passait dans la rue. Observer Observer les gens. C'est ça. Oui. Non, non, t'as raison, elle allait observer. Elle regardait. Oui. Eh ben non, lève la tête, lève la tête. Elle regardait pas en bas, elle observait en haut. Elle regardait les étoiles. On est à la Renaissance. C'est une période où on se passionne pour l'astronomie, l'astrologie, mais aussi et surtout les sciences occultes. Et ça, Catherine de Médicis, les sciences occultes, elle adore, elle en est friande. D'ailleurs, elle n'aura pas qu'un astrologue personnel, elle en aura plein, dont le fameux Nostradamus. Avant même d'arriver à la cour de France en 1533, Catherine de Médicis est déjà initiée aux sciences occultes. En Italie, elle est entourée de mages, de devins, de chiromanciens, de numérologues, d'astrologues. Elle ne connaît que ça. Quand elle arrive à la cour de France, à l'âge de 14 ans, elle a déjà des années et des années de pratique de ce type-là. Et parmi les devins, magiciens et envoûteurs qu'elle fait venir à la cour de France, il y a le parfumeur Renato Bianco, dit René le Florentin. Cet alchimiste se consacre au traitement des herbes et à l'extraction de leurs essences. Mais selon la légende, il aurait eu des activités plus douteuses. Eh bien, il y a un côté beaucoup plus dangereux du Florentin. C'est que c'est un empoisonneur. C'est qu'il va utiliser les plantes pour éliminer les ennemis de la reine, de Catherine de Médicis. Il a une petite spécialité qui est assez redoutable. Il a inventé les gants empreints d'un poison. Et donc, le gentilhomme qui va mettre ces gants va être pris de nausées, de vertiges et va mourir dans d'affreuses souffrances. Les poisons, la magie, l'art divinatoire. La Renaissance y croit dur comme fer. Les sciences occultes sont alors considérées comme de véritables sciences. Catherine de Médicis en est la première adepte. Et la discipline qu'elle préfère, c'est l'astrologie. Un moyen pour elle de connaître son destin. Elle consulte les astres pour savoir si c'est le bon moment d'entreprendre une action ou de prendre une décision particulièrement importante. L'Europe entière a sombré dans cette espèce de manie. À Paris, il y a des quantités de cartomanciens, d'astrologues. Et d'ailleurs, on ne peut pas être médecin sous la Renaissance sans être astrologue. Et le pape de cette discipline, c'est Nostradamus. Célèbre apothicaire du sud de la France, il s'est fait connaître en publiant tous les ans des prédictions astrologiques. Catherine ne jure que par lui. D'autant plus que l'astrologue aurait prédit la mort de son mari, le roi Henri II, lors d'un tournoi à cheval face à un jeune adversaire. Cette prophétie est restée célèbre parce qu'elle est d'un réalisme incroyable. Elle a été rédigée 4 ans avant la mort du roi Henri II et tous les éléments et toutes les circonstances qui ont entouré la mort du roi se retrouvent décrits. Évidemment, ça a grandement contribué à la légende de Nostradamus. Mais ce qui est fou avec Nostradamus, c'est que 500 ans après sa mort, on continue encore à étudier ses prédictions pour voir ce qui va arriver dans l'avenir. Mais en fait, tout son talent, c'est que ces prédictions, elles étaient un peu sibyllines, un peu équivoques. On peut les interpréter de différentes manières, tu veux dire. Regarde, par exemple, écoute ça. Allez, un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher. Diront avec quels gens il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. À ton avis, de qui s'agit-il? Un empereur, je vois que Napoléon. Bien sûr, ça peut être que lui. Regarde, c'est écrit dessus. Un empereur naîtra près d'Italie. Oh, la Corse. C'est la Corse, Napoléon, qu'on trouvera moins prince que boucher. C'est forcément Napoléon, hein. On sait à quel point son règne a été gourmand en vie humaine. Mais finalement, ça aurait pu être n'importe qui. Tout est une question d'interprétation.
Et c'est là où on voit que la Renaissance, c'est une période un peu plus complexe qu'on ne le croit. Il n'y a pas d'un côté le sombre Moyen-Âge et cette Renaissance tout en lumière, en humanisme, en intelligence. D'ailleurs, c'est pendant la Renaissance que va avoir lieu une terrible chasse aux sorcières, mais énorme quoi, avec des dizaines de milliers de femmes qui vont être jugées et suppliciées parce qu'on supposait qu'elles fréquentaient le diable. Mais pour t'en parler, je vais te présenter quelqu'un. Elsa White, qui notamment a écrit un livre passionnant sur le sujet qui s'appelle « Secrètes sorcières », destiné aux adolescents, mais pas que. Bonjour Elsa. Bonjour. Je vous présente mon ami Stéphane Bern. Bonjour. Alors, on était en train de parler des sorciers et des sorcières. Qu'est-ce que c'est qu'une sorcière, précisément? En fait, la plupart du temps, c'était des femmes assez âgées qui vivaient un peu à l'écart du village, dans une chaumière, à l'orée de la forêt. Elles connaissaient très bien les plantes. Souvent, elles servaient de guérisseuses dans le village. Bien souvent, elles étaient aussi sages-femmes. Et donc, on allait les consulter et en même temps, on les craignait un peu puisque le savoir fait toujours peur. Et c'est précisément ce savoir qui va peu à peu être diabolisé par l'Église, qui voit d'un assez mauvais œil ces femmes qui œuvrent avec un mélange de magie et de rituels païens. Et donc peu à peu, la magie va devenir diabolique, au point que, à la fin du Moyen-Âge, à la fin du XIVe siècle, un pape condamne officiellement la sorcellerie et en fasse une hérésie. Et au XVIe siècle, ça s'emballe. Il va y avoir une véritable chasse aux sorcières. Absolument. On pense qu'il y a eu environ 100 000 procès, dont la moitié ont abouti à des exécutions, ce qui est absolument colossal. Dans certains villages, on assiste même à des pénuries de bois, tellement des bûchers ont été construits. Et alors, on s'imagine toujours que c'est au Moyen-Âge que les sorcières... Ah oui, c'est l'obscurantisme, en quelque brûlées sorte. sur les bûchers, absolument. Et pas du tout. Et en fait, pas du tout. C'est une idée reçue. C'est bien à la Renaissance qu'ont lieu ces chasses et ces exécutions. Et donc, dans les campagnes, la moindre faute, la moindre tempête qui détruit une récolte, une vache qui ne donne plus de lait, un enfant qui tombe malade. Faut un coupable. C'est de la faute de la sorcière. Et donc c'est la faute de la sorcière. Mais vous dites toujours les sorcières, donc ça veut dire c'est toujours des femmes. Très majoritairement, elles ont représenté 80% des victimes de ces chasses. Les femmes sont considérées comme lubriques, incapables de gérer leurs pulsions et totalement influençables, donc beaucoup plus susceptibles d'être sous l'emprise du diable. À quoi on reconnaît du coup une sorcière? Ça se voit comme le nez au milieu de la figure? Non, elles avaient une verrue. Elles avaient des verrues. Elles avaient des verrues. Et les doigts crochus? Alors, absolument n'importe qui pouvait être accusé d'être une sorcière. Le principe, justement, des accusations, c'était qu'on n'apportait aucune preuve de la culpabilité de la personne, donc tout le monde pouvait être mis sur le banc des accusés. Et dans ces cas-là, ce qu'on cherchait, c'était la marque du diable. Alors, la marque du diable, ça peut être à peu près n'importe quoi, un grain de beauté, une tache de naissance, ou un endroit du corps qui est insensible. Et donc, ce qu'on faisait pendant les procès, c'est qu'on amenait les accusés, on les mettait nus, on les rasait intégralement et ensuite un juge venait méthodiquement piquer chaque centimètre de leur peau avec une pointe en argent jusqu'à trouver cette fameuse marque. Marque qu'on finissait systématiquement par trouver, puisque ce qu'il faut bien comprendre dans ces procès en sorcellerie, c'est que c'était des procès à charge. Une fois que vous étiez accusé, il n'y avait quasiment aucune chance d'en échapper. Mais heureusement, rassurez-nous, aujourd'hui c'est terminé. À peine. Non, ça existe encore? Ça existe encore, oui. Alors en Europe, c'est terminé, mais dans certaines régions du monde, notamment dans certaines parties de l'Inde, dans certains villages d'Afrique de l'Ouest, des femmes et des fillettes sont encore persécutées et accusées d'être des sorcières. Ce qui est dingue, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes accusations que ce dont on accusait les sorcières il y a 500 ans. Donc une mauvaise récolte, une vache qui cesse de donner du lait, un enfant qui tombe malade. Voilà. Définitivement, le combat contre C'est pas fini, ouais. l'injustice et la misogynie est loin d'être terminé. Eh ben merci beaucoup, Elsa. C'était passionnant. Hein, on a appris des tas de choses. Hein. Bravo. Merci à vous. Merci, Elsa. À bientôt. Au revoir. T'as vu un peu la qualité de mes invités? C'est incroyable comme la sorcellerie fascinait les gens. Ah mais oui, ça les passionnait à l'époque. Et donc Catherine de Médicis aussi, ça la passionnait. La sorcellerie, les sciences occultes, l'astronomie, l'astrologie, tu vois. Elle est persuadée qu'en suivant la course des étoiles, mais aussi des comètes ou les éclipses, eh bien tout ça, c'est des messages envoyés par l'au-delà. En plus, à son époque, il va y avoir 4 comètes qui vont traverser le ciel de Paris dans un temps très rapproché. À chaque fois, Catherine de Médicis, elle y voit un message, un signe assez funeste concernant ses enfants. Ce qui est très saisissant, c'est que sur 10 enfants, beaucoup, la grande majorité d'entre eux, meurent très jeunes, meurent malades, meurent accidentellement, meurent assassinés. Une malédiction qui commence avec le premier fils de Catherine de Médicis, l'aîné François II. Il meurt après seulement 17 mois de règne.
François II meurt d'une mastoïdite ou d'une méningite. Il a l'oreille complètement infectée. Il souffre mort et passion. Le fils suivant, Louis, est mort à seulement 1 an et 8 mois, il y a déjà des années. C'est donc le 3e fils de Catherine, Charles IX, qui monte sur le trône. Mais la série noire continue. Charles IX va mourir d'une forme de tuberculose extrêmement spectaculaire et douloureuse. Il exsude du sang, il transpire du sang. Ça devait être très très impressionnant pour ses proches. Le fils suivant, c'est Henri III. La couronne est pour lui. Ça tombe bien, c'est le fils préféré de Catherine. Elle l'appelle mon Dieu, mon César, mon tout, elle en est folle. Lui, en plus, est en bonne santé. Il a du charme, il est beau. Il n'est pas du tout comme ses autres frères, hein. Mais il va connaître un destin aussi funeste que ses frères. Il est sauvagement assassiné par un prêtre fanatique après 15 ans de règne. À ce moment-là, malchance ultime, le 5e et dernier fils de Catherine de Médicis est déjà mort depuis 5 ans. Et si la reine pensait se rattraper avec ses filles, c'est raté. Élisabeth va mourir à l'âge de 24 ans, enceinte de 5 mois. Et sa sœur Claude va mourir en couche à 27 ans. La chance ne sourit pas plus aux 2 jumelles, Jeanne et Victoire. La première est morte-née, la seconde ne survit que 2 mois. Il n'y a que Marguerite, la fameuse reine Margot, qui survit à cette malédiction. Mais elle traîne une terrible réputation. Margot est dépeinte et s'est renforcée au XIXe siècle par Alexandre Dumas comme une femme dépravée, une femme à la vie dissolue dont l'appétit sexuel ne connaît pas de limite. Pourtant, Margot n'a jamais eu d'enfant et aucun de ses frères n'a eu d'héritier mâle, condition sine qua non pour monter sur le trône de France. Avec la mort des enfants de Catherine de Médicis, c'est la dynastie des Valois qui s'éteint. Elle avait su être reine, mais elle n'avait pas su faire de roi. L'histoire de cette famille est quand même incroyable, hein, ces derniers Valois. Déjà, on a commencé à parler d'une malédiction des Valois. Allez, viens, on va retourner dans le Paris d'aujourd'hui. Ah, ça change, hein. Ouais. On était bien dans notre jardin. C'est un autre style, c'est joli aussi, l'histoire avance. Et dis-moi, Laurent, pourquoi l'hôtel de la Reine a-t-il disparu au fil du temps? Bah écoute, à la mort de Catherine de Médicis, il va passer de main en main, hein, ça va devenir l'hôtel de Soissons. Ensuite, dans les jardins, il va y avoir la Bourse de Paris. Et en 1748, les bâtiments vont être jugés trop vétustes et ils vont être rasés. Voilà, on va les remplacer par une halle au blé. Je te rappelle qu'on est quand même dans le quartier des Halles. Et enfin, les bâtiments de la Bourse de commerce qui sont parvenus jusqu'à nous. Voilà. Toujours pareil, hein, on attend que ça soit vétuste et après on détruit. Bon, écoute, j'aimerais retourner avec toi dans un endroit que j'affectionne particulièrement, chargé d'histoire. Ah, tu m'intrigues. T'imagines? Ouais. Dans le quartier? Oui. Oui, t'as une petite idée? Bah, il y en a plusieurs. Tu sais que bon, l'histoire et Paris, c'est à chaque coin de rue, quoi. Il y en a partout. Il y a de l'histoire partout ici. Hein. Il suffit de lever la tête. C'est au musée du Louvre, le plus visité du monde, que se poursuit notre balade. Construit dès le Moyen-Âge, ce majestueux palais royal n'a cessé de s'agrandir et de se modifier au fil des siècles. Mais c'est à partir de la Renaissance qu'il a commencé à ressembler à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est ici qu'a débuté l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de France, le massacre de la Saint-Barthélemy. Tiens, viens, on va traverser par là, viens. Viens. On va aller là. Ah, là, c'est chouette par là, hein. Et alors, regarde. Ouais. Maintenant, elle est piétonne, la rue. Ouais, c'est formidable parce que du coup, on peut passer librement. Mais oui, c'est très agréable. Tu vois, Laurent, on revient toujours au Louvre. Quelle que soit la période de l'histoire de France dans laquelle on se balade, il y a toujours un épisode qui nous ramène dans ce lieu exceptionnel. Bah, c'est vrai qu'on est déjà venu plusieurs fois, mais à chaque fois, on n'est pas déçus. Hein. On est là au cœur du Louvre de la Renaissance, avec cette cour carrée, qui est bien carrée, qui est un peu moins connue que la cour Napoléon que tu aperçois là, regarde, avec la pyramide du Louvre. Qui est juste derrière, d'accord. Mais ici, c'est vraiment
le cœur historique du Louvre à cette époque. Tu sais que c'est là que se tenait la forteresse médiévale de Philippe Auguste qu'on avait déjà vue dans une précédente balade. Oui, on avait été voir le donjon qui était là, à peu Exactement, près, le justement, donjon. dans le vieux Louvre médiéval, c'était Exactement. là. Mais elle a été complètement rasée. Pourquoi? Lorsque François Ier décide de réinstaller la capitale de la France à Paris, il a le projet de construire un palais moderne. Et donc il demande à Pierre Lescot, qui était un architecte star à l'époque, de construire cette aile. Sauf que François Ier n'en a rien vu. Ah bon? Eh oui, mais non, il est mort trop tôt. Alors c'est son fils, Henri II, qui décide de mener à bien les travaux. Et puis, quand il meurt, sa veuve, Catherine de Médicis, décide de poursuivre son œuvre et elle se fait aménager ici une autre aile dans laquelle elle fait installer ses appartements et particulièrement une salle du conseil. Pourquoi je te parle de cette salle du conseil? Parce que on pense qu'en 1572, c'est dans cette salle du conseil qu'elle aurait donné l'ordre d'exécuter tous les chefs protestants lors de cette nuit sanglante après les noces d'Henri de Navarre avec sa fille, la reine Margot. La Saint-Barthélemy. Ah, tout juste, mon cher Laurent. Tu connais le contexte terrible de la France à cette époque. Ah bah oui, à bien partir sûr. de 1560, la France vit une sorte de guerre civile. Elle est coupée en deux. D'un côté, tu as la Ligue catholique et de l'autre côté, les protestants, la religion réformée qui nous vient d'Allemagne. Martin Luther dénonce le faste et le pouvoir du pape et d'autre part, le fait que le clergé serve d'intermédiaire entre Dieu et les fidèles. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre, même dans les grandes familles de la noblesse française. Catherine de Médicis a tout fait pour essayer de maintenir l'unité nationale. Elle cajolait les catholiques, elle ménageait les protestants jusqu'à cette nuit fatale de la Saint-Barthélemy. Et c'est sanglant, c'est une boucherie. Tout avait pourtant bien commencé. Alors que catholiques et protestants se déchirent depuis plus de 10 ans, Catherine de Médicis décide de marier sa fille catholique avec le très protestant Henri de Navarre, futur Henri IV, le 18 août 1572. Tenter ici de faire la paix en mélangeant les deux religions, c'est un coup politique tout à fait audacieux de la part de Catherine de Médicis et on aurait pu espérer que ça fonctionne. Le mariage se déroule dans une ambiance d'extrême tension. Les catholiques trouvent que c'est quasiment une hérésie qu'une princesse catholique épouse un chef protestant. Tout bascule 4 jours après les noces. L'amiral de Coligny, chef de file des protestants, échappe de peu à un attentat. Les protestants réclament justice. Il commence à dire que ce mariage était un piège, qu'on les a fait venir à Paris dans une souricière pour mieux se débarrasser d'eux. Il menace de reprendre les armes pour lancer une nouvelle guerre de religion. Donc bien sûr, la tension monte encore d'un cran. Cette nuit-là, au Louvre, Catherine de Médicis et son fils, le roi Charles IX, tiennent un conseil exceptionnel. Et ils auraient pris une terrible décision. Autour de minuit, des soldats sortent du Louvre avec pour but d'éliminer les grands chefs militaires protestants. Assez rapidement, la situation dégénère car les Parisiens catholiques prennent les armes et ils passent par les armes leurs voisins protestants. On prend les familles, on les exécute sur le champ, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme, d'un enfant. Et c'est le début du massacre populaire de la Saint-Barthélemy. Dans la nuit du 23 au 24 août, l'exécution se transforme en massacre collectif. Une grande partie des assassinats à Paris sont commis depuis les ponts. On va chercher les protestants chez eux, on les assomme et on les jette depuis les ponts. Certains témoignages décrivent une scène rouge de sang à force de recevoir les cadavres protestants tombés à l'eau. Pire, le massacre ne s'arrête pas là. Cette violence gagne tout le pays. Dans les semaines qui suivent, les catholiques assassinent leurs voisins protestants à Lyon, Bourges, Orléans, Rouen ou Bordeaux. On considère pour Paris, de manière très approximative, qu'il y a 3000 victimes et pour la province, 7000 protestants et protestantes tués entre août et octobre 1572. Après ce massacre, le culte protestant est interdit et les guerres de religion vont continuer à ravager le royaume pendant encore plus de 20 ans. Elle avait du sang sur les mains, Catherine de Médicis. Il semblerait, même si rien ne prouve, qu'elle était vraiment responsable du massacre de la Saint-Barthélemy. En tout cas, elle n'a rien fait pour l'empêcher. Et c'est
sans doute une tache indélébile dans sa réputation. Tu vois, la légende noire de Catherine de Médicis vient de là, évidemment. Tu connais le tableau qui représente la Saint-Barthélemy? Oui, le tableau de François Dubois. Exactement, c'est un jeune peintre qui était protestant et qui avait miraculeusement échappé au massacre. Et regarde, et il montre vraiment Catherine de Médicis qui contemple cet amoncellement de corps, tous ces Parisiens qui sont entretués. Elle apparaît vraiment comme la responsable du massacre. Elle est là. Mais ça se lit un peu comme une BD. Tu vois, dans cet immeuble proche du Louvre, on voit Gaspard de Coligny, l'un des chefs protestants, qui se fait défenestrer, puis ensuite à terre, il est décapité, traîné dans la rue, dans tout Paris. Bon, tu sais, ces guerres de religion, mon cher Laurent, ont vraiment mis la France à feu et à sang pendant près de 40 ans. Et celui qui a réussi à y mettre fin en rebâtissant la Concorde nationale, c'est aussi celui qui a marqué de son empreinte le palais du Louvre, c'est Henri IV. En 1595, il fait bâtir cette grande galerie du bord de l'eau. Et aujourd'hui, c'est là que sont exposées les peintures de la Renaissance italienne. Dont notre Joconde. Ah oui, mais pas seulement. Il y a encore tellement d'autres trésors qui y sont exposés. Et si on allait les voir... Eh ben écoute, je te suis. Allez, viens, on y va. Des siècles qui nous contemplent, là, regarde. C'est magnifique, ces cornes d'abondance, là. Ah, et puis la victoire de Samothrace. Ouais, on peut dire que ça, c'est une masterpiece. Oui. C'est un chef-d'œuvre, ça veut dire. Il y a des chefs-d'œuvre au mur, mais il y a des chefs-d'œuvre au plafond. Regarde ce qui reste de l'ancien palais royal, quand même. Ah, la grande galerie du Louvre. Ah, c'est quand même extraordinaire, non? Oh là, mais que c'est beau. Déjà, les lieux, ils sont majestueux. Mais alors, la collection de tableaux, pour moi, c'est la plus belle du monde. C'est vraiment l'excellence de la peinture. Regarde là, par exemple. Oui. Tu as cette Vierge à l'enfant de Raphaël, la pureté des lignes, les couleurs, le mouvement des personnages. On a l'impression qu'ils sont vivants, qu'ils vont sortir du cadre. Non mais Raphaël, c'est la star de l'époque. Il croulait sous les commandes. Ah oui, non, ça m'étonne pas, parce que là, il y a du niveau. Hein. Mais dis-moi, je vois que des tableaux religieux. C'était la thématique incontournable de la Renaissance? Absolument. C'est assez simple, en fait. Qui avait l'argent et qui pouvait commander des tableaux aux peintres? Mais c'était les princes de l'Église. Et donc, les peintres étaient très contents de pouvoir peindre pour des sujets religieux que leur commandait l'Église. C'est vrai que ce XVIe siècle, eh bien, c'est l'apogée de la peinture italienne. Je propose que pour en parler, on aille rejoindre Vincent de Lieuvin. Il est conservateur en chef du Louvre. C'est vraiment le spécialiste de la peinture de la Renaissance. D'accord. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. La Renaissance, c'est l'apogée de la peinture italienne. Pour quelle raison? Les artistes de la Renaissance, vraiment, ce qu'ils souhaitaient faire, c'était représenter le monde de la façon la plus parfaite possible. Et c'est vraiment au début du XVIe siècle, qu'ils y parviennent. Avant, on n'y arrivait pas aussi bien. Après, ils l'ont tellement bien fait qu'ils vont essayer de faire autre chose, de déformer les choses, de transformer la réalité. Par exemple, quelqu'un comme Arcimboldo, qui va imaginer quelque chose de très fantaisiste, ce qu'on appelle des têtes composées. Il assemble des fruits, des fleurs, et ça, c'est justement d'autres voies que décident les artistes d'après. Là, Vincent, on est devant quelques œuvres de Léonard de Vinci. Mais pourquoi il prend tout, Léonard de Vinci, alors qu'il y a d'autres grands peintres de cette époque? Il y a Raphaël, il y a Michel-Ange aussi. Ils sont tout aussi extraordinaires, mais peut-être moins universels que Léonard. Michel-Ange, c'est vraiment le peintre sculpteur avec des airs austères, des expressions dures. Raphaël, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus désirable, mais peut-être pas aussi complexe, aussi subtil que Léonard. Mais enfin, d'une certaine façon, chacun a sa personnalité et puis on préfère celui qu'on aime et puis voilà, c'est tout. Et puis ils sont tous au Louvre. On a la chance d'avoir les trois. On a les quatre grands. Vous savez que les quatre grands, ils sont devenus après les Tortues Ninja, les fameuses Tortues Ninja. Donatello, Raffaello, Michelangelo, Leonardo. Ça, ce sont les quatre grandes étoiles de l'art italien. Et au Louvre, on a la chance d'avoir ces quatre artistes. Et quel est, Vincent, votre tableau préféré de Léonard de Vinci? Ah ben, c'est celui qui est juste à côté de nous, c'est la Sainte-Anne, parce que c'est un tableau qui me touche beaucoup. C'est vraiment Léonard qui représente l'ensemble de la nature. Est-ce qu'il y a plus beau paysage que ce que vous voyez là? Regardez ce paysage de montagne entouré d'eau. Personne n'a représenté cet effet, ce qu'on appelle la perspective atmosphérique. On voit, regardez les cimes des montagnes qui disparaissent dans la couleur du ciel.
Il y a un effet de moiteur de l'air, c'est absolument merveilleux. On est transporté là dans les Alpes, l'Italie, c'est sublime. Alors pour en revenir à la Joconde, parce que je suis un petit peu monomaniaque, pourquoi la Joconde, c'est elle, quoi? Il y a ce mystère autour de son sourire. La Joconde, ça fait 500 ans qu'elle est c'est une icône depuis que Léonard a commencé à la peindre. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, elle nous sourit. Et donc tout de suite, il y a une interaction. Elle vous dit quelque chose, vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle me sourit, qu'est-ce qu'elle veut me dire, qu'est-ce qui se passe. Et on a une impression, je vous assure, hein, je l'ai vécu parce que la Joconde, j'ai la chance de la tenir dans mes bras, ben vous avez l'impression qu'elle est vivante. Je suis comme je vous extrêmement regarde. jaloux, je suis vraiment jaloux. Et c'est vrai qu'elle nous regarde. Dans mes bras. Merci beaucoup, Vincent de Lieuvin, de nous avoir fait partager votre passion et surtout votre immense connaissance sur la peinture italienne de la Renaissance. Merci beaucoup. Avec plaisir et bonne promenade. Oui, on va continuer. Merci. Tu viens, Laurent? Ah bah oui, volontiers. Cette grande galerie du Louvre, on la doit au roi Henri IV, qui a succédé au dernier fils de Catherine de Médicis, Henri III, le dernier des Valois, qui s'est fait assassiner. Henri IV, à la fois la volonté de donner un peu plus de majesté au vieux château qui se trouvait ici, mais aussi à s'inscrire dans la lignée des grands souverains bâtisseurs et de marquer l'époque de son empreinte. Alors là, il a réussi au-delà même de ses espérances, parce que après des années de guerre civile entre les catholiques et les protestants, il va réussir l'exploit de réconcilier les Français et de faire l'union nationale en quelque sorte. Il faut dire qu'il était roi de Navarre protestant et il accepte de se convertir au catholicisme pour devenir roi de France. Ah ben c'est la fameuse phrase « Paris vaut bien une messe ». Est-ce qu'il l'a vraiment dit seulement? Ça... Henri IV, c'est le plus populaire des rois de France. Pourtant, ça avait mal commencé. On n'imagine pas ce que ça a pu être comme choc pour la France catholique, l'arrivée d'un roi protestant. C'est quasiment la condamnation à la damnation éternelle. Protestant, Henri IV est haï par les 3/4 de ses sujets et la très catholique Paris refuse de lui ouvrir ses portes. Il prend alors une décision radicale, faire le siège de sa propre capitale. À partir de mai 1590, il met le siège devant Paris. Plus aucune nourriture ne rentre dans Paris. Les Parisiens tiennent bon, ne veulent pas d'un roi hérétique. Henri IV n'a plus qu'une seule solution, l'abjuration. Renoncer à sa foi protestante, devenir catholique, c'est ce qu'il va faire en 1593. Avec ce geste fort, Henri IV peut enfin rentrer dans Paris. À cette occasion, on lui prête cette phrase restée célèbre « Paris vaut bien une messe ». Quelques années plus tard, Henri IV prend une décision qui restera dans l'histoire. Il signe l'édit de Nantes et met ainsi fin aux guerres de religion. C'est phénoménal, puisque pour la première fois, en France, on accorde le droit de conscience à des gens, leur liberté de croire en leur religion. Là, Henri IV dit, vous êtes protestant, vous avez le droit d'être protestant. C'est d'une modernité absolue. Enfin, je veux dire, on est au XVIe siècle. Avec cet acte majeur, Henri IV apaise les tensions dans le pays et permet à la France de se redresser. L'économie repart à la hausse, les récoltes sont meilleures. Le roi surfe sur ces bonnes nouvelles. Grâce à une jolie propagande politique, il se forge l'image du bon roi Henri IV. Henri IV va travailler son image, va se présenter en restaurateur de la paix, en restaurateur de la concorde, en restaurateur de l'âge d'or. C'est probablement un des premiers rois médiatiques du royaume de France. Il y a d'innombrables images qui représentent Henri IV en superbe héros, j'allais dire, terrassant les ennemis les plus redoutables, notamment par exemple on le représente en Hercule, héros mythologique terrassant l'hydre de Lerne. Donc Henri IV, c'est le super-héros de l'époque. Et plus de 400 ans après sa mort, Henri IV bénéficie encore d'une belle popularité. Pour en apprendre davantage sur Henri IV, Laurent entraîne Stéphane sur le Pont-Neuf, à la pointe de l'île de la Cité. Inauguré en 1607, il est le symbole du renouveau que connaît alors le pays. Après les guerres de religion, le roi veut remettre de l'ordre dans la capitale. Il fait construire de grandes places, agrandit l'hôtel de ville, aménage des fontaines et fait construire sur la Seine un étonnant bâtiment dont il ne reste rien aujourd'hui. C'est bien de voir les touristes revenir comme ça. Bonjour. Ah, les bouquinistes, tu te rends compte, ça existe depuis des siècles. Je trouve que les bouquinistes, eh bien, ça fait partie du patrimoine parisien. Ah bah, regarde, elle est là.
Mona, Elle te poursuit, Mona Lisa. on vit un rapport très particulier. tous les Bonjour. deux. Bonjour. Bonjour. Ah, ça y est. On arrive là où je voulais t'amener. Au Pont Neuf. Au Pont Neuf, eh oui. C'est marrant de se dire que le plus vieux pont de Paris s'appelle le Pont Neuf. J'imagine qu'à l'époque, il était vraiment neuf. Il était surtout révolutionnaire. Ouais. D'abord parce que c'est le premier pont construit en pierre. Tu sais qu'autrefois, les ponts étaient construits en bois. Et aussi parce que c'est le premier pont totalement sans maison. Ça, c'est nouveau aussi. C'est une volonté d'Henri IV. Il voulait offrir un panorama sur le fleuve pour les Parisiens. Et tu sais qu'Henri IV va aller encore plus loin dans l'innovation, dans la modernité, parce qu'il va installer sur le Pont Neuf un bâtiment tout à fait inédit. Alors malheureusement, il a disparu aujourd'hui, mais son nom est resté très célèbre. Tout le monde le connaît. Est-ce que tu veux le voir? Ah oui, tu piques ma curiosité, là. Eh bien, regarde. Il est là. Oh là là, c'est incroyable. Ah, il est beau. Ouais. Oh, ouais, ouais. Bon alors Stéphane, avant de te donner le nom de ce bâtiment, j'aimerais que tu essaies d'en deviner la fonction. Ce bâtiment a les pieds dans l'eau. Ça devait être une sorte de moulin à eau. Il faut dire qu'il y avait plein de moulins sur la Seine. Ouais, pas mal, t'es pas loin, t'es pas loin. En fait, tu as devant toi la pompe de la Samaritaine. Et comme son nom l'indique, eh bien, c'est une pompe à eau. Regarde comme elle est belle. On va se rapprocher, bien. T'as vu cette façade comme elle est superbement décorée et c'est Ouais. original en plus. Et justement, c'est ces statues de bronze là qui vont donner le nom au bâtiment. Puisque si tu regardes bien, en fait, ces statues, c'est une allégorie d'un épisode du Nouveau Testament où Jésus va demander de l'eau à une Samaritaine. Tu connais cette... Bien sûr. Voilà, c'est le moment où elle est là, elle a un puits, Jésus a il a soif. donc il va la voir, mais elle est surprise parce que les Samaritains et les Juifs, ils se parlent pas. Tu vois, donc elle est surprise qu'il lui adresse la parole. Alors Jésus lui répond qu'il ne fait pas la différence et il lui explique que cette eau qui pourrait donc le soulager n'est rien par rapport à ce que lui, le Sauveur, pourrait lui apporter. Bref, ils échangent. Ils s'ouvrent l'un à l'autre et finalement la Samaritaine est convaincue et elle lui offre l'eau de son puits. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes Mais possibles. tu sais, Laurent, c'est un très beau symbole, d'autant que c'est ce qui a permis, grâce à Henri IV, de donner de l'eau potable aux Parisiens. Et cette pompe va donc devenir la pompe de la Samaritaine, nom que l'on connaît tous parce qu'en plus, c'est le nom du fameux grand magasin que tu vois derrière. Ouais. Mais viens, on va descendre sur le quai. Je vais D'accord. t'expliquer un peu le fonctionnement de cette pompe à eau. Voilà la première machine élévatrice d'eau de la capitale. Ouais. Faut dire qu'à l'époque, l'eau, c'est un problème. Hein. Ouais. Il y a environ 18 fontaines, pas plus, hein, à Paris, et c'est très insuffisant. Et donc, grâce à cette pompe, on va pouvoir doubler la capacité de distribution d'eau quotidiennement, avec près de 700 000 litres d'eau disponible pour les Parisiens. C'est pas mal, hein? Ouais. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Tu as la Seine qui s'écoule, et ça fait tourner une roue dont la force motrice permet à une pompe d'aspirer de l'eau, de la monter dans un réservoir. Et c'est à partir de ce réservoir que ça dessert toutes les fontaines aux alentours. Ça montre bien la volonté d'Henri IV d'améliorer la santé publique et de se préoccuper de l'hygiène de ces bons sujets parisiens. Il se préoccupait davantage de l'hygiène des Parisiens que de sa propre hygiène. On raconte qu'il a eu 2 bains dans sa vie, le jour de sa naissance et pour la toilette mortuaire le jour de sa mort. Comme ça, tu vois qu'il était désintéressé.
Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, il n'a pas fait que ça pour Paris, hein, Henri IV. Un peu plus loin sur la rive droite, il va construire à la même époque l'hôpital Saint-Louis pour les pestiférés. Tu sais que la peste fait encore des ravages à l'époque et il y a même de nouvelles maladies qui apparaissent comme la variole, la syphilis. D'ailleurs, c'est comme pour tout, hein, quand il y a des épidémies ou des guerres, des maladies, c'est là où la médecine fait le plus de progrès. La Renaissance jette les bases de la médecine moderne. Au début de la Renaissance, les connaissances que l'on a du corps humain sont les mêmes depuis 13 siècles. Et pour cause, la dissection est très mal vue par l'Église. Mais avec la Renaissance, tout change. Le pape l'autorise officiellement en 1472, et c'est Léonard de Vinci, encore lui, qui est l'un des premiers à percer les mystères de l'anatomie. Léonard découvre, par exemple, les valvules cardiaques et la façon dont pulse le sang à l'intérieur du corps par de l'expérimentation. Ça, c'est totalement nouveau. Le savant italien découvre les mécanismes de l'infarctus. Il va même jusqu'à dessiner la position exacte du fœtus dans le corps de la mère. Mais celui qui révolutionne la médecine, c'est un jeune médecin belge du nom d'André Vézal. Grâce à Vézal, on va découvrir beaucoup de choses, bien sûr. On va découvrir que le cœur a 2 ventricules. On l'ignorait. On va découvrir que la circulation du sang part vers les poumons. On l'ignorait. On va découvrir que l'utérus de la femme est fait d'une seule partie. On l'ignorait. À lui tout seul, il bouleverse, mais de fond en comble, les connaissances anatomiques. Et c'est toute la médecine européenne qui va faire des progrès de géant grâce à ce jeune Bruxellois. Avec son livre De Humani Corporis Fabrica, ses découvertes se diffusent à l'Europe entière. Et un Français va les mettre en application pour sauver les soldats blessés, c'est le chirurgien Ambroise Paré. Sur les champs de bataille, quand on devait couper un membre, on brûlait les chairs, on les cautérisait, et très souvent, cela occasionnait la mort du blessé. Ambroise Paré, qui a une meilleure connaissance de l'anatomie, propose plutôt de ligaturer, c'est-à-dire de coudre les veines, de coudre les chairs, sans passer les choses au fer rouge. Et c'est ainsi qu'Ambroise Paré commence par sauver des dizaines et des dizaines de vies. C'est parce qu'il évite à son patient de mourir en perdant tout son sang. Je parle bien évidemment même pas de la douleur abominable qui est épargnée aux malades. Ambroise Paré est même l'un des premiers à proposer à ses patients des prothèses. Il est aujourd'hui considéré comme le père de la chirurgie moderne. Tu sais ce qu'il disait, Henri IV? Non, mais tu vas me le dire. Oui. J'aime ma ville de Paris comme ma fille aînée. Ah, c'est joli, ça. Ouais, c'est vrai qu'il voulait faire de sa capitale un modèle pour les autres villes de son royaume, quoi, et même pour les autres capitales européennes. Un modèle d'innovation, un modèle de modernité, et cette pompe à eau en est un beau témoignage. D'ailleurs, les Parisiens lui en ont été très reconnaissants, puisqu'ils ont financé et commandé cette statue équestre du bon roi Henri. On lui doit beaucoup, hein, Henri IV. Et pourtant, la postérité n'a pas été toujours très tendre avec lui. Hein. On disait, par exemple, qu'il avait une haleine de chacal, qu'il sentait le bouc, qu'il était vorace avec la nourriture, avec les femmes. Bref, il faudrait un petit peu démêler le faux du vrai, tu vois. Et justement pour ça, je vais te présenter quelqu'un. Ah bah regarde. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Alors, Stéphane, je te présente Yann Bouvier, qui est professeur d'histoire au lycée, mais aussi très actif sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, où ses vidéos font des centaines de milliers de vues, hein. Ça cartonne. Et son secret, c'est qu'il fait de la vulgarisation historique, où il mêle la rigueur avec beaucoup d'humour. Ah, ça, on aime bien, nous. Et on était en train de parler d'Henri IV, Yann, donc c'est quelqu'un que vous connaissez bien? Effectivement, j'habite dans le Gers, pas très loin de Pau, où il est né. C'est un des personnages dont l'histoire a été effectivement la plus réécrite. Et je vous ai donc préparé un petit questionnaire pour revenir sur les idées reçues. D'accord. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts, On est chaud, oui. on est chaud. On est chaud, oui. Alors pour commencer, je vais faire appel à votre âme d'enfant. Le cheval blanc d'Henri IV était blanc. C'est vrai ou c'est faux? Quand j'étais petit, on me disait toujours « Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ?» On me disait « Blanc. » Blanc? Oui. Pourquoi pas? Alors en fait, il ne pouvait pas être blanc pour la simple et bonne raison que un cheval ne peut pas être blanc. Il suffit qu'il ait quelques poils noirs pour qu'il soit gris et pas blanc, et c'est toujours le cas, ils en ont tous. Pour en revenir à l'énigme, un des chevaux d'Henri IV se serait appelé Alba, ce qui signifie blanc en latin. Et donc dans la question, blanc est le nom du cheval, qui serait en fait gris. Ah, C'est pour ça, d'où la question. Ah, d'accord. Autre idée reçue, on associe généralement Henri IV à la poule au pot, dont il aurait fait un plat national. C'est vrai, Yann, c'est vrai, ça. Il avait dit « Je veux que chaque laboureur puisse manger la poule au pot le dimanche ». Il l'a dit. C'est faux.
C'est une des légendes les plus tenaces autour d'Henri IV, mais c'est une phrase qui a été totalement inventée plus de 50 ans après sa mort. C'est le précepteur de Louis XIV qui a imaginé cette phrase dans une biographie qu'il a écrite à la gloire d'Henri IV pour convaincre le futur roi Soleil de prendre soin de son peuple, comme l'aurait fait son grand-père. Mais ce qui est fascinant avec la légende de la poule au pot, c'est qu'elle s'est tellement inscrite dans la mémoire collective, grâce notamment au manuel scolaire de la Troisième République, qu'effectivement, aujourd'hui encore, notamment à Pau, chaque 13 décembre, pour l'anniversaire d'Henri IV, on mange de la poule au pot. On mange de la poule au pot. C'est bon en plus. Hein. Alors qu'il n'a jamais dit ça. Autre citation mythique qu'on prête à Henri IV, il aurait dit un jour à ses soldats, lors d'une bataille, « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Oui, ça, il l'a dit. C'est vrai. Ça, il l'a dit. Alors, en fait, il n'a jamais dit ça. On peut retracer l'histoire de cette citation. Elle a été inventée plusieurs années après la mort d'Henri IV par Agrippa d'Aubigné, poète et soldat. Magnifique poète. Et il imagine qu'Henri IV aurait prononcé cette phrase en 1590 lors de la bataille d'Ivry qui opposait effectivement catholiques et protestants. La vraie question, c'est pourquoi ce panache est entré dans l'histoire. À Ivry, Henri IV, il se bat contre ceux qui ne veulent pas de lui comme roi de France parce qu'il est protestant. Dans ses troupes, il y a des chefs de guerre protestants qui arborent une écharpe blanche en bandoulière comme signe distinctif, comme Henri IV. Mais il y a aussi déjà des ralliés catholiques qui, eux, arborent une croix blanche. Henri IV gagne la bataille d'Ivry et rapidement, son souci, c'est de réconcilier les deux camps. Et l'avantage du panache, c'est qu'il n'incarne aucun parti. Bien sûr. Il y a à la fois la croix blanche et la mêlée. On va faire un peu plus léger maintenant. Henri IV a eu plus d'enfants illégitimes que légitimes. C'est vrai. Pourtant, ou c'est il a eu faux? pas mal d'enfants légitimes. 6 ou... Il y a eu 6 enfants légitimes, je crois. Plus, moins. Moi, il a eu plus d'illégitimes que de légitimes. C'est vrai, il a eu 6 enfants légitimes avec sa seconde épouse, donc la reine Marie de Médicis. Ah, t'avais raison. Et il a eu au minimum 8 illégitimes, c'est-à-dire 8 qu'il a reconnus. Il en a sans doute eu plus, Ah oui, mais il les les a sources pas ne sont pas reconnus. Et il très pouvait pas les précises. reconnaître, il y en avait trop. Par contre, ce qu'on sait grâce à sa correspondance, c'est qu'il avait une affection débordante pour ses tous enfants. ses enfants. Il a tenu à ce que ses enfants légitimes et certains de ses illégitimes soient éduqués ensemble au château de Saint-Germain-en-Laye. Henri IV avait un plan derrière la tête. Son objectif, c'était de créer une complicité entre tous ses enfants. Pour pas qu'ils se fassent la guerre. Pour éviter de futurs complots, effectivement, des enfants illégitimes, contre notamment le fils aîné, le dauphin, le futur Louis XIII. Bah, merci beaucoup, Yann. Allez, viens. À bientôt. Bientôt, oui. J'ai d'autres surprises. Mais dis-moi, Laurent, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette pompe de la Samaritaine? Elle a fini au fond de la Seine? Ah non, elle a tenu le coup, hein, et ce, malgré les caprices du fleuve. Bon, elle sera reconstruite une centaine d'années plus tard, mais elle va durer jusqu'en 1813, où avec les progrès en termes de canalisation d'eau, d'hydraulique, elle sera définitivement détruite et remplacée par le magasin d'un commerçant qui allait faire fortune. C'est notre fameuse Samaritaine. Bah dis donc, il a plutôt bien réussi, ton commerçant, là. Bah alors maintenant, on va aller dans un autre endroit qu'on doit aussi à Henri IV. C'est la place des Vosges. Ça te dirait? J'adore la place des Vosges, évidemment. C'est l'ancienne place royale. C'est ça, on va y aller. On Tiens, passe regarde. par où? Bah, par là, c'est vert. Viens, D'accord. on traverse. Ah, puis c'est génial, les gens s'amusent. Paris est une fête. C'est un quartier agréable. Extrêmement. Tiens, là, il n'y a pas un invader là-bas? Ça, c'est un street artiste qui s'appelle Space Invader. Ouais. Et il en a fait partout dans le monde. Hein. Il y en a près de 5000. Mais il y en a 1500 à Paris. Tu vois, le gars, il a commencé ici. Et moi, je m'amuse à les collectionner. Et tu en fais quoi? Eh ben, je les flash comme ça, tu vois, sur mon téléphone. Bim, ça me rapporte des points. 50 points. Ah ouais. Et après, voilà, il y a toute une petite Et t'as une quête. prime? T'as une Non, prime? tu gagnes juste le plaisir d'en découvrir, quoi. Mais c'est marrant. Moi, je croyais que tu t'intéressais au patrimoine. Ben, ça fait. Alors moi, je trouve que les street artistes, c'est le patrimoine urbain, comme à l'image des vieux graffitis du Moyen Âge qu'on vient retrouver un peu comme des trésors. La voilà, notre place des Vosges. Ah ouais. Elle est belle, hein? Alors attention, hein, à l'époque d'Henri IV, ça s'appelle pas la place des Vosges. Hein. Non. Elle s'appelle Place La Royale. place Royale, bien sûr. C'est ça, c'est à la Révolution qu'elle va devenir la place des Vosges, en l'honneur du département des Vosges, qui a été le premier département à s'acquitter de l'impôt révolutionnaire. Voilà, Mais tu vois, elle est magnifique, cette place. Et puis surtout, avec ce jardin, t'as vu, il y a un monde fou.
Évidemment, elle est très appréciée. C'est très animé. Et très, des très Parisiens animé. et des touristes. Il y a du monde partout. Mais ce qui est paradoxal, c'est que figure-toi qu'à la Renaissance, il n'y a rien ici. C'est un terrain vague. En fait, autrefois, il y a eu un hôtel royal qu'on appelait l'hôtel des Tournelles. Mais il va être rasé par Catherine de Médicis à cause d'un événement funeste que tu connais. Mauvais souvenir, son mari Henri II avait fait un tournoi ici et Montgomery lui a La enfoncé flèche sa dans l'œil, lance. voilà, ça l'a La tué. flèche dans l'œil. Alors, elle le rase et elle fait rien à la place. Très vite, Henri IV, lui, il va voir le potentiel de ce terrain vague. Donc, il va charger son ministre Sully de créer une place moderne, aérée, avec sur les côtés des arcades, des galeries et des boutiques, pour permettre aux Parisiens, déjà à l'époque, de faire leurs courses, de se balader, de flâner. Aujourd'hui, la place des Vosges, c'est un des quartiers les plus cotés de Paris, mais à l'origine, Henri IV voulait en faire des logements sociaux, réservés à des artisans drapiers d'une manufacture de draps qui était juste derrière. Oui, dans le Marais, il y avait les drapiers. Voilà, évidemment, les parcelles des terrains vont être vendues à de riches familles qui vont faire construire les pavillons, mais ils vont pas avoir le droit de faire n'importe quoi. Il y a un cahier des charges très précis. D'abord, obligation de les louer, et ensuite, ils devaient construire de manière identique. 36 pavillons en pierre, en briques, avec des toitures en ardoise. Voilà. Mais malheureusement, ce projet de logement social ne verra pas le jour parce que la manufacture de draps va fermer, alors que la Et place les était propriétaires encore vont non seulement garder les maisons, mais et les habiter. Voilà, c'est ça. Il y a deux pavillons, ils sont quand même plus prestigieux, plus cossus que les autres. Alors, à l'origine, c'était les entrées. D'ailleurs, tu vois, voilà, on rentre par là. Et tu as effectivement le pavillon du roi et le pavillon de la reine en face, qui reste propriété de la couronne. D'ailleurs, Henri IV le serait bien gardé pour faire une garçonnière, tu vois. D'ailleurs, il y a son portrait qui est là-haut. Mais il va pas avoir le temps d'en profiter parce qu'il va mourir avant, assassiné en mai 1610 par le sinistre Ravaillac. Le 14 mai 1610, le carrosse du roi Henri IV quitte le Louvre. Le roi part rendre visite à son ministre des Finances, Sully. 500 mètres après avoir quitté le Louvre, le carrosse du roi s'engage dans une petite rue très étroite qu'est la rue de la Ferronnerie. Il y a un embouteillage, il doit s'arrêter. C'est à ce moment-là que Ravaillac se jette sur le carrosse, frappe le roi à 3 reprises. La première fois à l'aisselle, la deuxième fois à la horte. C'est un coup mortel. François Ravaillac, c'est le nom de l'assassin. Originaire d'Angoulême, c'est un jeune homme de 33 ans, fanatique catholique. Il n'accepte pas qu'un protestant, même converti, dirige le royaume de France. C'est un déséquilibré. Alors toute la question est de savoir si c'est un déséquilibré qui a été manipulé et par qui, ou s'il a agi de son propre chef. Donc d'emblée, on a cherché des commanditaires. Car dans cette France de 1610, de nombreuses personnes ont un mobile pour tuer Henri IV. L'une des suspectes, c'est tout simplement la reine, Marie de Médicis. Oui, elle avait toutes les raisons de lui en vouloir. Il l'a trompée, c'est peu de le dire. Mais elle l'aimait quand même. Est-ce qu'elle aurait fomenté son assassinat? On a incriminé également son ancienne maîtresse, Henriette d'Entraigues. Il lui avait promis le mariage, il devait légitimer ses enfants. Elle se voyait déjà reine de France. Est-ce qu'elle aurait voulu se venger? C'est chose possible. Une troisième hypothèse, c'est le propre bras droit du roi, le duc d'Épernon. Il est aux côtés d'Henri IV le jour de l'assassinat, mais s'est vu retirer plusieurs charges militaires. Le roi s'en méfiait. Mais l'une des thèses les plus en vogue, c'est un complot encore plus fou, un assassinat organisé par une puissance étrangère, l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? Parce que l'Espagne est catholique, parce qu'elle a longtemps financé les ultra-catholiques, et que donc, elle avait tout intérêt, pour se protéger d'une nouvelle guerre qu'Henri IV préparait contre l'Espagne, de le tuer. Le complot pourrait aussi avoir été orchestré par les Pays-Bas, qui soupçonnent Henri IV de vouloir les envahir. C'est peut-être ça qui rend cette affaire passionnante. C'est précisément parce que depuis plus de 4 siècles, elle défie les enquêtes des historiens. Complot ou acte isolé d'un seul homme, cet assassinat reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de France. Ravaillac sera en tout cas le seul à en payer le prix. Il est exécuté en public le 27 mai 1610. C'est difficile de donner une date de fin à la Renaissance. Mais pour moi, c'est vraiment l'assassinat d'Henri IV. Parce qu'après, ça va être la régence de Marie de Médicis, puis le règne de son fils Louis XIII, et c'est déjà une autre époque, quoi. Oui. Il est là, Louis XIII. Ben justement, parce que c'est lui qui va inaugurer la place, à l'occasion de ses fiançailles. Mais c'est une autre histoire. Ah oui.
Et ben voilà Stéphane, ce petit voyage au temps de la Renaissance est maintenant terminé. J'espère que ça t'a plu. Ah, j'ai beaucoup aimé, Ah. surtout avec toi. On va où maintenant? Parce qu'on continue, on s'arrête pas là. Oui, alors justement, j'ai une idée. Et je voulais t'en parler aussi. Oui, moi aussi. Alors, Moi aussi. bon, est-ce que- Moi, eh ben oui. alors, C'est peut-être donc, la même. Je sais pas, alors. Moi j'ai une belle surprise. Hein. Si tu me moi, laisses. c'est assez loin. Attends, alors ce qu'on va Alors, faire, on va oui. faire à pile ou face. D'accord. Ok. Ok. Pile, on va là où tu veux. Face, on va là où on doit. Vas-y. Alors, toi, tu prends pile. Oui, ok. Et moi, je prends face. Eh ben c'est parti. D'accord. J'ai face, ta pile. Face. C'est moi qui choisis. Ok. Oh bah de Ok. toute façon, je sais que ce sera agréable. Oui. Je sais que ça va être fascinant. Mais là, tu vas en prendre plein les mirettes. hein. C'est ça qui est dingue, c'est que quoi qu'on mise, quoi qu'on choisisse, on a déjà gagné. Ouais.